Salut tout le monde, bienvenue pour les GG Comics 86, l'émission de débat dédiée aux comics et uniquement sur les comics. Pour ce 86e numéro, nous sommes avec Cab de la librairie Le Comptoir de la BD Versailles. Bonjour. Nous sommes avec Thomas de Comics Have the Power. Vive le roi. D'ailleurs, j'aurais dû dire Thomas, le saint intervieweur, le messire des interviews, le saint maître, ami des auteurs, photographe. Photographe non, parce que le pauvre Evan Kagel, je l'ai raté, mais à un point. Non, photographe non. Faudra qu'il se redessine lui-même, Evan Kagel. Ah ouais, je pense. Ouais, je pense. Il tire à moitié la langue et tout, mais les deux photos que j'ai prises, les deux sont moches. Donc. Et donc, vous avez entendu, nous sommes avec Marty de Comics Office. Hello tout le monde. Et moi-même, Blacura de Sanctuary.fr. Écoutez les amis, comment allez-vous? Alors, j'allais très bien jusqu'à ce que quelqu'un dise pour le roi, alors que tout le monde sait que c'est la reine. Mec, le roi, c'est God Save the Queen. Non mais The Queen is dead, long live the King. C'est vrai que maintenant... Oui, allez, je sais, mais j'arrive pas à m'y faire. C'est clair. Ça va le Versaillais là? Qu'est-ce qui t'arrive? Ah non, mais c'est pas une question c'est une question de pour moi, il y a qu'un seul monarque en Angleterre. C'est vrai. Mais c'est vrai que le fait que tu l'aies dit, Cab, je me suis dit, ah mais oui, c'est vrai qu'en fait maintenant c'est un roi. Ouais, c'est un roi maintenant. Ouais, j'ai tellement l'habitude à la reine Elisabeth que... On a déjà mis 10 ans à s'habituer à ce que Jean-Paul II soit plus pape, maintenant il faut s'habituer à ce qu'il soit plus la reine. C'est compliqué. Ah, c'est clair. Ouais. Je suis pas sûr que Charles il dure 10 ans, donc faut pas trop s'habituer. Il peut durer 20 ans. Je pense qu'on a un peu de temps. Hein. Ouais, il y a du temps encore. Il a 75 ans, il peut durer 20 ans. Ah, ouais. Facile. Ouais. Après, il y aura les implants bioniques et tout. Michel Drucker est là pour animer les obsèques quand même. Mais... Bah, ça va être sûrement Charlie, je crois, non? C'est lequel le grand qui a maintenant qui a plus de poils sur le crâne là? Andrew. Non, pas Andrew. Non. William. Andrew, c'est celui qui était Consel, pardon. Oui, bah, je pense que c'est William, hein, et il a toute la stature pour prendre le rôle derrière. Moi, je pense que là, à ce moment-là, il y aura moyen de faire un petit Hunger Games. Pour savoir qui va gagner. Mais là, je pense que ça sera pas si direct. Mais je crois que l'autre, il est en train de se séparer de l'actrice canadienne, là, donc il sera un peu plus libre pour revenir. Quoi, mais bon. C'est surtout que la monarchie perd du soutien. Hein. Dans les derniers sondages, elle est de moins en moins populaire. Hein. Ouais, bon, c'est un peu logique. Ils ont perdu la figure de la fierté de tout un pays. Bon, voilà quoi. Non, mais surtout, ça leur coûte un fric monstrueux. Ah ça. Et encore, la royauté a vachement diminué les coûts. Hein. Il me semble. La reine-mère, elle a sabré hein, à l'époque. Ils sont en train de rénover le château de Windsor par les contribuables. C'est les contribuables qui payent la rénovation de Windsor. Ah, ouais, mais est-ce que les Anglais sont pas... Mais est-ce que les Anglais n'acceptent pas ça? Non. Je peux te dire que non. C'est pas en vrille, là? Non, ça dépend lesquels. Ça dépend. Vous n'êtes pas des bons Français, messieurs. Vraiment, tout ce qui emmerde les Anglais doit vous réjouir. Je comprends pas. Là. Alors, je tiens à dire que quand même, le château de Windsor, c'est quand même un peu... c'est un monument historique. Enfin, je veux dire, le faire rénover, pour moi, c'est pas... L'anglais n'est pas un truc... Dans ce cas-là, ils y habitent plus, quoi. Ils en font pas une résidence privée. Ouais, mais est-ce que c'est pas aussi un truc qui fait que ça apporte du tourisme? Ouais, voilà. C'est ça. Il y a du paquet de monde qui vient pour ça. Vous confondez Buckingham et Windsor, là. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, t'as raison. Ah pardon, excuse-moi, oui, non. C'est vrai, t'as raison. Oui, non. Excuse-moi, autant pour moi. J'étais sur Buckingham Palace. On n'est pas les GG touristes in England. Mais c'est dans le thème de la soirée. C'est le thème de la soirée, messieurs, parce que comme on l'a annoncé dans le précédent GG Comics, on part sur une trilogie de podcasts où on va parler des auteurs britanniques dans les comics. Alors, on s'est un peu pris le chou. Je me suis dénaté sur ce sujet-là et tout. Impossible. Il n'y a pas de bonne solution. Je vous le dis tout de suite. Mais on a fini par décider de faire 3 parties. Cette première partie sera dédiée et consacrée sur les pionniers. Donc à savoir qu'on s'est concentré sur une période des années 70 jusqu'à 1990.
Ensuite, il y a une seconde vague qui sera la vague Vertigo, qui sera des années 90 jusqu'à à peu près 2005. Puis ensuite, il y aura une dernière partie sur la vague moderne, qui sera post-2005 jusqu'à aujourd'hui, en fait. La moins bonne. Dans le fond, c'est pas si faux. Donc, on va d'abord commencer donc par ce premier podcast avec les pionniers, à savoir les auteurs qui ont officié dans les comics. Alors, j'ai précisé dans les comics américains, parce que bon, on parle avant tout de comics américains, les comics, même si maintenant, bon, la limite est quand même bien floue. Hein. Et honnête, Dragnir est pas là. C'est vrai. Et tu fais bien de le dire. C'était un podcast, une trilogie où on était convaincus que Dragnir pourrait venir et serait fier de le faire et tout, etc. Mais il a des empêchements en ce moment. Il n'a pas pu venir. Donc on lui fait des gros bisous. On espère que ça ira mieux. Non, il a dit que ça puait, qu'il aimait pas les auteurs anglais. Attends, il nous a dit, mais non, j'adore le Texas. Il faut le savoir quand même. Ah, bah non, c'est ce que moi, Et il m'a dit. il nous a dit, il nous a fait un grand fuck et puis hop, il est parti. Il est parti avec son flingue et puis paf. Oui. Actuellement, Dragnir, il chic du tabac en nettoyant sa carabine. Exactement. Ah bah ouais, exactement. Derrière lui, c'est plus une colonne de livres que vous avez, c'est une colonne de flingues. Voilà, il a changé. Avec une petite casquette rouge, Make America Great Again, et puis MAGA. Détesté pour dans ta cartouche Pierre, évidemment. On va arrêter parce qu'il va vraiment débarquer chez nous avec des grands coups de pompe au fion, ça va pas être cool. Bon, on lui fait des gros bisous en tout cas, et puis bah on va se lancer pour ce premier podcast. Alors j'ai une petite question, une petite introduction. Pourquoi on veut parler des auteurs britanniques? Eh bien messieurs, je vais vous poser une petite question. Je vais sortir le chrono parce que ce soir on enregistre un petit peu tard. Je veux pas qu'on fasse un podcast de 8 heures et malheureusement c'est le risque qu'on a ce soir. Je nous connais que trop bien. Donc en 3 minutes messieurs, vous allez me dire chacun quel a été l'apport des auteurs britanniques dans les comics. Et pour cela, on va commencer par le plus bavard, à savoir Marty. Quel a été l'apport des Britanniques dans les comics? S'il te plaît. Alors, je vais vous répondre par une réponse qui va vous surprendre, mais c'est avant tout un apport pour les Britanniques eux-mêmes. Parce qu'en fait, les comics avant la fin des années 70, c'est pas la fête du slip en fait en Grande-Bretagne, puisque c'est surtout la scène comics. Alors, faut savoir qu'il y a 2 périodiques anthologiques, The Beano et The Dandy, qui sont des anthologies humoristiques, qui sont après Detective Comics, les comics toujours publiés les plus longs. Mais en fait, les comics dans les années 40, 50, 60, c'est beaucoup des strips humoristiques. Il y a un peu de l'aventure avec Eagle, avec l'anthologie Eagle, où il y a Dan Dare notamment, vous connaissez peut-être, où il y a l'anthologie Valiant. Il y a quelques trucs, il y a Marvel Man, quelques super-héros comme ça, le titre V pour Vengeance. On a quelques super-héros qui sont parfois des copies, comme Marvel Man qui est une copie de Captain Marvel. Mais c'est vraiment avec Marvel UK qui débute en 72, la branche Marvel, donc exclusive en Grande-Bretagne, et surtout le lancement de 2000 AD à la fin des années 70, où beaucoup des auteurs, en fait tous les auteurs dont on va parler ce soir, ont fait leur début là-bas, ou leurs armes là-bas, et ça a vraiment survitaminé en fait le comics anglais, qui ensuite lui-même va infuser dans le comics américain. Voilà, je m'arrête là. C'est beau. J'adore quand c'est pris comme ça, mais maintenant on va passer au mauvais élève Thomas. Alors moi justement, je pense que les comics anglais ont apporté un gros coup de pied aux fesses des Américains avec à la main un livre de Shakespeare. Parce que pour moi, ils ont à la fois apporté tout un aspect littéraire et rapport à la littérature, et en même temps, ils ont appelé un aspect politique, punk, qui manquait à pas mal de comics américains. C'est beau. Vous pouvez faire ça toute la soirée. Cab. Alors je suis un peu d'accord avec tout le monde, je suis un peu en désaccord avec Thomas, mais pour moi, les auteurs anglais ont apporté une touche européenne. Alors c'est toujours difficile à expliquer, mais il y a vraiment un côté européen qu'on va retrouver, que ça soit dans le fantastique, avec ce que feront des auteurs comme Neil Gaiman, ou effectivement le côté punk politique, comme fera Jamie Delano ou même Alan Moore. Ça apporte un vent de fraîcheur
que n'a pas le comics américain à ce moment-là, hormis chez 2-3 auteurs, puisqu'on retrouve déjà quand même des choses un peu sociales et politiques chez 2-3 auteurs, notamment sur Batman, on peut en trouver un petit peu. Howard Chaykin. Ouais, Denis O'Neill, à cette époque-là, était déjà sur Batman et avait déjà fait du Green Lantern, donc il y avait déjà cette veine politique, mais ça va généraliser, puis ça va apporter vraiment, je trouve, un vent de créativité, par contre, très intense, que n'avaient pas les Américains. Moi, je suis assez d'accord avec tout ce que vous avez dit, mais il y a aussi quelque chose où je trouve que alors j'aime bien le côté punk de ce que disait Thomas, mais il a aussi un petit côté irrévérencieux en fait qui a été amené par les Anglais. Là où avant on est plutôt sur de l'iconisation, sur des héros qu'on ne touche pas trop. Je trouve que les Anglais sont arrivés avec leur délicatesse. Hein. On connaît ce peuple hein, qui ne respecte rien, qui boit de la bière. Et ben voilà, ils ont amené ça dans les comics, les figures, de héros, etc. et tout. D'une part, ils savent, je trouve, assez bien aborder le héros, mais ils savent aussi remettre en question la figure. Et c'est par-delà où je trouve que les auteurs britanniques ont vraiment amené leur petite touche à savoir remettre en question les figures d'autorité. Mais je Et pense que ça, c'est dû à l'époque. oui, tout à Parce fait. que on a des auteurs qui sont désabusés par ce qui se passe en Angleterre. On va vite arriver sur une Angleterre thatchérienne et dont les auteurs vont remettre beaucoup de choses en cause et en question, et ça va se transmettre en fait dans leur BD. Ouais, Je mais suis je tout pense à qu'il y a fait aussi le d'accord fait avec toi. que c'est des étrangers. Et donc ils regardent souvent la figure du super-héros d'un regard d'étranger, quoi. Je suis Euh, d'accord, mais c'est quelque chose que tu retrouveras moins, par exemple, dans la dernière vague, ouais. où c'est plus lissé, les choses se passent un peu mieux, où c'est un peu plus, on est sur un monde un peu plus global. Tu retrouveras moins je trouve que tu retrouves moins cette spécificité que sur les auteurs qui ont vraiment vécu les années thatchériennes, soit en y étant adultes, comme ceux dont on va parler, soit ceux qui sont un peu plus jeunes et qui vont venir juste après. Et c'est Alors, les enfants de l'après-guerre qui ont aussi vu les dégâts que faisait la Complètement. superpuissance sur tout à fait. une population, Ouais, sur ouais, des ouais. bâtiments. Donc, des mecs qui se tapent dessus en détruisant des villes entières, on voit pas ça du même œil en Europe qu'aux États-Unis où finalement il n'y a qu'une base à Hawaï qui est attaquée. Ouais, Tout à fait. surtout que les Anglais, pour certains, ont connu effectivement, comme tu le dis, des bombardements, des trucs comme ça. Enfin, Alors, sachez que pour le podcast, et ça sera la même structure pour les autres podcasts, comme il y a eu beaucoup trop d'auteurs, etc. et tout, le choix a été fait que chaque personne a sélectionné des auteurs anglais, et puis donc ils vont les présenter, etc. Dire ce que pour eux, pourquoi ils sont importants justement dans ces vagues d'auteurs anglais. Et évidemment, vous connaissez les GG, on est obligé de tous parler, donc on parlera si bien comme on l'entend sur l'auteur en question. Après tout. On est une émission de débat et de discussion, c'est fait pour ça. Juste en introduction, et je tiens un peu à en parler rapidement, hein, très rapidement, j'aimerais parler un peu d'un peu la situation dans l'Angleterre vis-à-vis des comics. Parce que on pourrait se poser la question, c'est des questions que je me suis posées quand j'ai commencé les comics, pourquoi y a plus d'anglais qui sont dans les comics que de français à cette époque-là, surtout que on sait tous que Metal Hurlant a été un modèle mondial dans la BD, hein, que ce soit pour les Américains et même pour les Anglais d'ailleurs. Ouais, ou les Et, Japonais. et même pour les Japonais, effectivement, et on pourrait se poser la question pourquoi plus d'anglais que de français. Je voudrais juste un peu remettre un peu les choses dans le contexte. En Angleterre, alors il y a eu effectivement des BD anglaises et tout, etc. Mais j'aimerais parler de deux choses. Tout d'abord, il y a un magazine, et je pense qu'un jour arrivera le moment où, quand Dragnir aura la foi, on fera un podcast dessus. Donc il y a le magazine 2000 AD, hein, donc 2000 AD qui est très très connu pour être le magazine qui a créé entre guillemets le personnage de Judge Dredd, qui est une parution qui a commencé en 1977 et qui est toujours en cours. Hein, donc il y a des milliers, là, je crois qu'on a 2400 un truc comme ça C'est hebdomadaire, non? numéros. Donc c'est vraiment un magazine qui a traversé les temps jusqu'à aujourd'hui en Angleterre. Et il faut voir un peu ce magazine comme un laboratoire d'auteurs anglais, quoi. La plupart des auteurs anglais, pas tous, mais la plupart ont travaillé sur 2000 AD et ça a été vraiment une rampe de lancement vers les comics américains. Autre chose qu'il faut bien prendre conscience, c'est qu'en Angleterre,
il y a aussi Marvel, mais ça s'appelait Marvel UK à l'époque, qui avait ses créations qui étaient liées à Marvel, quoi. Et je voulais juste dire en fait que je suis d'accord avec toi sur ces deux choses, mais en fait il y a que ça. Il n'y a pas de marché local. Les auteurs peuvent pas vivre du marché anglais, contrairement aux Français où bah, justement t'as pas forcément besoin d'aller aux États-Unis parce que tu peux vivre de la BD franco-belge. En Angleterre, Alors, il n'y a pas de marché. À part l'invasion quelques britannique, auteurs, genre Brian Talbot ou Pat Meets par exemple, qui était aussi éditeur, la plupart, pour vivre au quotidien, bah, ils travaillent en dehors, quoi. Ou alors d'ailleurs, c'est des l'invasion sous-presse, britannique aux des choses comme États-unis, ça. c'est je Vas-y, voudrais notamment rajouter, Cab. Ah, Attends, pardon. il y a Cab qui voulait dire quelque chose. je voudrais rajouter 2 choses là-dessus. Il y a aussi la barrière de la langue. Tout à On fait. est dans les années 70-80, les Français parlent absolument pas anglais. Les Anglais en ont rien à foutre de quelqu'un qui ne savent pas parler français. Il n'y a pas de traducteur, il n'y a pas de mail, il n'y a pas de trucs comme ça. Et à cette époque-là, il faut venir travailler aux États-Unis. Mm. Les Français ne sont pas prêts à le faire. Les auteurs français ne sont pas prêts. Et d'autant plus que le système américain est industriel, ce que n'est pas le système français. Même sous Métal Hurlant, ce sont des petites histoires faites par des auteurs qui veulent se faire connaître ou qui veulent expérimenter, comme c'était le cas de Giro quand il passe sous Moebius. Mais tu as des mecs comme Jean-Louis Tripp ou même non, pas Jean-Louis Tripp, n'importe quoi. Euh, Durier ah, ou t'as des mecs Drouillet, comme Drouillet. ouais, Oui, mais même l'auteur du transpersonnage, je suis en train de chercher son nom, Rochette. Rochette, qui commence à cette époque-là. En fait, Metal Hurlant est un laboratoire, mais le but est de se faire connaître des gros éditeurs pour sortir après des bouquins en France. Le but n'a jamais été de fonctionner aux États-Unis. Là où je trouve que les Anglais, comme tu l'as dit, Thomas, ils ont besoin d'aller aux US s'ils veulent travailler réellement et faire carrière là-dedans. Mais je pense que c'est toujours vrai. Et enfin, il n'y a pas de scénariste non anglo-saxon en fait. Il y a plein de dessinateurs du monde entier, mais au niveau des scénaristes, dans les comics, on reste dans Il y en a l'anglo-saxon. eu, il y en a Ouais, eu, mais mais très peu. très très peu. Tu Très vois, peu. Oui, Doug Hein. très Taylor peu. australien, Ramvi, Ça ok, reste d'origine anglo-saxon. indienne, mais totalement bilingue en Macan, anglais. Voilà. Darko Macan, qui a fait Hmm. du câble et croate. Ouais. Oui. Ouais, Lui, il a fait du X-Men, quoi. Hmm. ça Mais reste une exception. oui, ça reste une exception et ils sont très, très peu, Hmm. effectivement. Soit ça va être des scénaristes du continent sud-américain ou canadien ou de langue anglaise. Mais nous, en français, enfin, nous, les Français, on est réputés pour être très mauvais en anglais. Et, Surtout à cette époque-là. Ouais, Oui, mais oui. oui, et puis même encore C'est de maintenant. moins en moins ouais, vrai aujourd'hui, pour le coup, mais à l'époque, c'était une certitude, quoi. Et au-delà de la barrière de la langue, il y a tout simplement aussi la barrière culturelle. Mais si tu parles très bien anglais, Complètement. est-ce que tu maîtrises Tout les à fait. codes de la culture américaine? Non. Est-ce que je voulais dire aussi, pendant que Thomas, pour compléter ce que disait Thomas, la British Invasion dont on va parler, donc les auteurs et dessinateurs britanniques qui vont aux États-Unis, c'est Dave Skinner qui est, je crois qu'il disait ça, rédacteur en chef de Marvel UK, plus tard du magazine Warrior, qui disait ben, ils payaient mieux que nous. Donc, hmm. comment garder notamment les dessinateurs chez nous, vu qu'ils payent bien mieux aux États-Unis? Logique, logique. Et oui, l'appât du gain, encore une fois. Eh oui, mais ils ont raison. Il y a de la Bah, thunasse à Mais, faire. Hein. Voilà, bien sûr, bien sûr. ouais, L'envie de manger, tout simplement. ouais, c'est ça, c'est ça. Enfin, moi, puisqu'on parlait des interviews, j'avais discuté avec Brian Talbot, il disait juste que, en fait, c'était juste vivre des comics lui paraissait au départ totalement impensable, quoi. Mm. Et lui, il avait trouvé par l'aspect roman graphique à la franco-belge, si tu veux. Mais c'est un des rares. La plupart, c'est par en s'expatriant aux États-Unis ou en travaillant à distance par les États-Unis qu'ils arrivent à vivre. Je pense, enfin, la plupart et sont pas encore, devenus millionnaires, hein. Et qui à bon, cette époque. il y en a beaucoup qui ont bien réussi quand même, hein, mine de rien. Enfin, Mm. beaucoup. Oui, Tout est bon, relatif. quand même. Mais il y a un Surtout Ils sont un, certain pas la deux ou nombre. ligne de trois, ça. quoi. Ils sont pas deux ou trois. Il y en a quand même, Ouais, il y en a une Oui. petite dizaine, quoi. en même plus, quand même, je pense. On les comptera, Mixé. sinon au fur et à mesure. C'est ça. Dessinateur, auteur, je pense qu'il y en a plus d'une dizaine, quand même. Ouais, Dessinateur, c'est scénariste, possible. je pense qu'il y en a Oui, plus oui, d'une oui. Si dizaine. tu mets les dessinateurs, oui, effectivement. Je suis assez d'accord. Oui, si on parle que des scénaristes, oui, effectivement, on peut peut-être réduire à une dizaine. Bref, commençons. Commençons par le premier, et qui sera sûrement le plus long, je pense.
Marty. Alors, oui, j'ai la grande joie de parler d'Alan Moore. Bon, bah, qu'est-ce qui n'a pas été dit sur Alan Moore, hein, donc le sorcier de Northampton, comme on l'appelle, puisqu'on rappelle que Alan Moore, en plus d'être auteur, dessinateur, musicien, réalisateur, etc., il est aussi magicien avant tout. Hein. D'ailleurs, je ne sais pas si sa guerre magique avec Grant Morrison est terminée ou pas. Il me semble qu'il s'était lancé dans une guerre magique. À mon avis, non. Elle est en pause. Elle est en pause. Elle est en pause. Ah bon, ça va mieux, oui. Voilà. D'ailleurs, est-ce que c'est un magicien ou est-ce que c'est un sorcier? Ah, c'est un sorcier. Pour moi, c'est un sorcier, ouais. Oui, un sorcier, oui. Il anime pas les mariages. Il fait pas des tours de magie dans les anniversaires. Il y a son livre de magie qui sort en février, je crois. Ah ouais? Chez Delcourt. Ouais. D'accord, c'est possible. Oui. Donc Alan Moore qui vénère donc le serpent Glicon. Et alors nous on le connaît avant tout pour son rôle de scénariste. Et aussi ça alors je sais pas si vous le saviez, bon vous sans doute vous le saviez, mes auditeurs peut-être pas. À la base il est même scénariste dessinateur. Parce que comme on le dit, pour vivre au départ il commence par faire des strips dans des magazines de rock. Puisqu'avant ça il avait écrit un peu dessiné dans des fanzines. Et puis faut bien vivre parce que Alan Moore il vient quand même à la base d'une famille très pauvre. Il vient vraiment de la ville de Northampton, c'est vraiment un prolo de chez prolo. Et prolo au point où c'était le meilleur à l'école, et quand il est passé au collège, c'était le plus nul, parce qu'il se prend en pleine gueule la fracture sociale, le déterminisme social, les classes, etc. Il se rend compte qu'en fait, ça a beau être un gros lecteur, parce que ses parents l'ont encouragé à lire depuis tout petit, malheureusement, quand vous n'avez pas un terreau familial derrière qui vous pousse à faire des études et qui vous cultive, vous faites pas le poids face aux autres. Et donc, Alan Moore se passionne pour la lecture et pour les comics dès son plus jeune âge, et il va essayer d'en faire son métier donc plus tard. Alors, comme je l'ai dit, il a commencé par faire des strips. Il a ensuite été embauché en 77 dans Two Phase. Ça s'appelle Crazy Cat. Merci, oui, il y a Crazy Cat. C'était Crazy Cat. Et c'est disponible sur Amazon. Ouais, il y a 2 strips en fait. Ouais, il y a Crazy Cat et il y en a un autre qui est alors j'ai complètement oublié, je retrouve plus mes notes. Je me suis complètement perdu dans mes notes. Bon, c'est pas grave, je retrouverai tout à l'heure. C'est pas très grave. Il sera là très rapidement dans Two Phase AD et il va aussi surtout là où il va exploser, c'est en 82, dans le magazine Warrior dont je vous parlais tout à l'heure de Death Skinner, où il va lancer 3 titres, à savoir V pour Vendetta avec David Lloyd, Marvelman qu'on connaît sous le nom de Miracle Man avec alors c'est Leitch, je crois, le premier dessinateur, vu que ça a changé. Oui, c'est Gary Leitch, et puis ce sera Alan Davis ensuite. Et il y a une 3e série qui est sortie il y a 1 an, je crois, chez Comics Initiative, qui est The Bo Jeffrey Saga, dessiné par Steve Parkhouse, peut-être c'est le moins connu de ces 3, où là c'est de l'humour, c'est un peu la famille Adams, mais version anglaise. C'est complètement déjanté, c'est assez surprenant à lire. Je vous encourage vraiment à découvrir ce titre si vous ne connaissez pas. Et donc très vite, Alan Moore va quand même très vite injecter donc de la politique dans ses ouvrages. En même temps, c'est un jeune homme révolté qui s'est fait virer de l'école, qui prend beaucoup de drogue aussi. Ça, sans doute. C'est la génération. Aux 2 générations dont on va parler, quoi. Même de la deuxième, même. Même plus de la deuxième, j'ai envie de dire, mais bon. Oui, c'est un précurseur. D'ailleurs, il disait que quand il a découvert le LSD, ça lui a ouvert un univers. Et il dit aussi qu'il a été un des plus mauvais vendeurs de LSD du monde. Il a tenté de vendre de la drogue, mais sa carrière a été de très courte durée parce qu'il n'était pas très bon. Et il va se faire remarquer avec ses titres. Il va notamment se faire embaucher chez Marvel UK pour écrire de 82 à 84 Captain Britain, titre qu'il va reprendre avec Alan Davis au dessin. Ils vont totalement dynamiter le titre. On a un bel exemple d'un auteur qui arrive sur un titre où c'est le bordel et au bout de quelques épisodes, il se dit du passé, faisons table rase, on crame tout et on recommence. Qui va donner un run mémorable qu'on a eu en France plusieurs fois déjà. Hein. Un incontournable à lire, je pense, si vous êtes fan. Il va même en faire une spécialité parce qu'il reproduira la chose à plusieurs reprises. Hein. C'est la déconstruction, reconstruction des personnages qui serait un peu sa spécialité. Sur un film, par exemple. Oui. Est-ce que c'est même pas lui qui a lancé ce modèle-là? Pour moi, oui. Oui, dès Marvelman. En fait, dès Marvelman. Ouais. Oui. Oui.
puisque Marvelman, c'est donc un personnage qui a été créé par Mike Anglo en 54, à l'époque où Captain Marvel ne peut plus être diffusé en Grande-Bretagne. Donc, personnage plagié. Ouais, de Et alors, droit. pour l'anecdote, quand Des Skinner dit à Moore, vas-y, recrée-moi Marvelman, il pense que les droits sont libres. Il n'est pas au courant que Mike Anglo possède encore les droits. Et plus tard, Moore va batailler pour que Anglo touche quand même de la thune là-dessus. Enfin, c'est un merdier monumental. Et donc déjà avec Marvelman, il recrée totalement le personnage. Il va faire ça, comme vous le dites, sur Swamp Thing plus tard, où là, ce sera comme Captain Britain, mais dès un épisode, il range les jouets qui lui plaisent pas du run précédent et il part sur autre chose, quitte même à contredire parfois un peu la continuité, mais il va faire un chef-d'œuvre. Et donc, on parlait donc de Swamp Thing, ça c'est à partir de 84, 85, je crois, 86. Et donc Moore, c'est un des premiers à être débauché par les États-Unis. C'est d'ailleurs un des tout premiers scénaristes à aller bosser pour les Américains. Et puis il va lancer vraiment la vibe Vertigo. Hein, là, il va avoir une petite carrière, alors, quoi. alors pour le commencer à se faire coup, connaître. quand j'ai fait mes recherches, mais quasiment tout le monde estime que c'est Alan Moore qui lance l'exode de Thor britannique, quoi. Ouais. Alors il y a déjà des gens qui sont partis avant. Hein. Bon, Oui, mais ils estiment que, et je pense qu'ils ont pas tort. Hein. Je pense que, enfin, vu le succès qu'a eu Alan Moore avec ses premières œuvres, c'est lui qui a entraîné justement la vague derrière. Et d'ailleurs, j'ai plein de sources où justement il parle de la vague Alan Moore, quoi. Ouais. Et puis même c'est pas juste les scénaristes qui se disent je peux repartir aux États-Unis. Je pense que c'est aussi à ce moment-là que les chasseurs de tête des grandes maisons d'édition vont aussi en Angleterre et vont dans les salons anglais chercher du monde, quoi. C'est un réseau qui se crée. Il est précurseur parce qu'après on pourrait dire qu'il y avait déjà des Anglais chez Marvel puisque Chris Claremont il est anglais, mais c'était des gens qui avaient immigré. Ouais, mais Voilà, c'est des gens qui avaient immigré aux immigré États-Unis. enfant. Il a migré enfant, il est pas venu Voilà. adulte. Comme Burn. C'est le plus. Voilà. Oui, comme Burn, c'est le plus américain, c'est le plus anglais des Américains, quoi. Voilà, Sachant qu'il est canadien, Burn. Ouais. En plus. Mais exactement, c'est ce Alors, que j'allais dire, c'est que à partir de Moore, c'est vraiment des influences anglaises et des auteurs anglais qui viennent sur un marché américain. C'est pas juste une migration, quoi. Surtout que et d'ailleurs, Alan Moore n'est jamais allé aux États-Unis, enfin n'a jamais vécu longtemps aux États-Unis, je pense. oui, il a Au vécu le plus début, si, gros plagiat dans un top. oui, mais au tout début, quand il part là justement chez DC, au début, il part aux États-Unis. Ouais, Et mais c'est je après, crois quand il finit Watchmen et qu'il se fâche, il rentre chez lui. ouais, Il très dure pas rapidement, longtemps en tant que tel, hein, ouais, non, très rapidement, il envoyait par fax, parce qu'on était avant Internet, ses scénarios. Oui. Oui, les mais fax, au début 80, il pouvait pas trop, donc il a Ouais, migré. exactement. Il envoyait par Il la faut poste savoir aussi. sur, Voilà. sur Alan Moore, c'est que c'est un gars qui a un sacré caractère, quoi. Je veux dire, il a des convictions et il est capable de faire des dingueries il si est on entier, comme respecte on ses dit. convictions, quoi. Ah, Ah, c'est clair, ouais. c'est un mec. Ah oui, c'est clairement un mec Et il entier. est Tu vois, intègre. quand tu dis que il a une bataille juridique pour un vieux truc où il essaie de faire gagner du pognon au mec qui l'a créé avant, quand tu sais tous les problèmes juridiques qu'il a pu avoir et tous les démêlés qu'il a pu avoir pour soit faire valider ses créations, soit pour les perdre parce qu'il en avait rien à foutre, ce genre de choses, c'est pas étonnant, quoi. Mais Ouais. c'est un Oui. point commun de toute cette première génération. Hein. Alan Davis, Pat Mills, Barry Windsor Smith, c'est tous des gens entiers qui se fondent pas dans le système et qui acceptent pas tout et n'importe quoi. À cause de leur Ah terreau non. social et de leur expérience professionnelle en Angleterre aussi. Hein. Ouais, puis Oui. Il y a tout ça qui joue. c'est des aventuriers Oui, dans tous les Ah sens oui. du Moore terme, quoi. d'ailleurs, Moore, il dit, alors j'ai vérifié, c'est à partir de 83 sur Swamp Thing, et dès l'année suivante, sur le 31, ça fait même à peine 10 épisodes qu'il est là, il fait sauter le Comic Code Authority. Swamp Thing 31, Ouais. ça va être le premier titre d'ici où le Comic Code Authority ne sera pas appliqué dessus. Le deuxième. Ah, le deuxième, pardon. J'ai lu le Ouais, premier. parce que l'épisode sur la drogue de Denis Ah oui. O'Neill, je crois pas qu'il ait le comic. Alors, faudra vérifier, hein, j'ai un doute, mais Ouais. je crois pas qu'il ait le comic code celui-ci. Ouais, je suis d'accord. Ouais, ben, c'est possible, c'est possible. Mais là, donc, il n'y a pas le Comic Code, mais il y a marqué Sophisticated Suspense, du suspense sophistiqué. Et effectivement, Alan Moore, ça reste quelqu'un, même quand
il aborde des sujets durs et tout, il reste sophistiqué. Même s'il peut partir loin dans certains délires, il a une écriture très fine et littéraire. Comme je le disais, il a lu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors aujourd'hui, dans ses titres les plus récents, il se perd dans ses délires littéraires. Hein. En fait, c'est là. Mais tu vois, aujourd'hui, il a viré à l'inverse. Avant, les titres littéraires lui servaient de soutien pour écrire. Aujourd'hui, c'est l'inverse, en fait. Il écrit des trucs et si t'as pas les milliards de références, t'es perdu, en fait, parce que tu comprends pas. Il a inversé le truc pour moi à partir de la Ligue et du coup, c'est plus très agréable à lire, je trouve. Enfin, c'est qu'on est déçu parce qu'on comprend pas qu'il écrit plus pour nous, en fait. C'est surtout ça, je pense. Ouais, mais ça le problème, qu'on a c'est perdu. qu'il faut bien pour que ça lui rapporte du pognon, il faut bien qu'il écrive pour quelqu'un. Il gagne assez de pognon avec tout ce qu'il vend déjà, je pense. Non, puis je pense qu'il vit de peu. C'est Hein. pas sûr. Alors, Il il vit pas vit de peu, grand-chose. c'est sûr. Alors, la drogue, ça coûte cher. Oh. Il a fini depuis des années. Il a arrêté depuis des années. Non, mais Non, attendez, non. il touche toujours des royalties. Hein. Ça dépend sur quoi. Ah ouais, je pense Ça qu'il dépend des titres. il a renoncé à plein de Il en choses. touche, il en Watchmen, touche il a pas sur renoncé. Watchmen. Ouais. Il en touche pas sur toute la lignée ABC, il en touche aucune, sauf sur la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui est le seul truc qu'il a gardé. Il en touche pas sur il doit en toucher peut-être sur pas Prophète, mais Suprême. Mais Suprême, c'est Ouais. plus édité. Suprême, ouais, c'est pas grand-chose. Non, il a tout. Killing Joke, par exemple, je crois qu'il a encore les. Killing Attention, Joke, je il dis doit pas que la avoir les série droits. n'est pas bien. Je dis que c'est pas beaucoup vendu, quoi, Suprême, quoi. Ah oui, non, ça c'est pas beaucoup. Sur Miracleman, il y a même plus Miracleman, son c'est nom non. sur la réédition. Non, Miracleman, il touche plus Non. rien, puisqu'il est crédité En comme gros, l'auteur originel. Il touche aucun les droit gros sur les trucs, films. Non, aucun droit sur les films, puisqu'il a Il a refusé touché les sur droits Même Promel, quand la, même. la Ligue, même sur la Ligue des Sauf sur Gentlemen Promel. Promel et la Extraordinaires, il a Ligue, dit non. oui. Non, la ok, Ligue, il a dit Promel, non. je pense Il a qu'il a touché dit Non, sur il a dit non. Promel. Non, il a Ok, touché Promel, sur il a touché. dessinateur. Ah, il a tout pris. Et sur Watchmen et sur V pour Vendetta, il touche plus rien. Il a tout renoncé. Watchmen, il touche sur. D'accord, Non, ok. V, il touche. Ça, ouais. Watchmen, il touche que dalle. Que ce soit le D'accord, film ok. ou le comics, puisque Le les film, droits ça, sont oui, je censés lui savais. revenir le jour où DC arrêtera les rééditions. Oui, ça, je Comme sais, ils oui. font des rééditions dès qu'il n'y a plus rien. Non, mais Oui. il aurait pu toucher une partie en tant qu'employé de DC. Et il a dit, vous me faites Oui. chier, filez tous les droits au dessinateur. Ouais, donc c'est Gibbons qui lui touche la timbale. Ah, donc lui, il se met bien. Donc en gros, pour Alan Moore, sur les très gros titres, c'est plus connu, il lui reste V pour Vendetta et Killing Joke. Bah après, il Ça vit fait toujours deux. il vit toujours dans Et la même Swamp Thing. maison, dans son quartier. Je pense pas que ce soit en bourgeoisie à Northampton, donc ça doit pas. Il doit Sur pas. Fromel, il Voilà. doit toucher aussi, non? Ah, c'est joli, hein, Attention. Northampton, hein. Je sais pas, jamais été. C'est très joli comme Alors, vous quartier. pouvez toquer à sa maison, puisque Oui. Donny Cates, en 2019, au Comic-Con, nous a quand même expliqué qu'il était de passage à Northampton. Et il allait sonner à la maison d'Alan Moore, et Alan Moore lui a ouvert, ils ont fait une photo et tout. Visiblement, on peut le toquer chez lui, donc. Oui. Et puis, globalement, comme il est très peu dérangé, parce que tout le monde pense que c'est un gars horrible et acariâtre, globalement, on va pas le déranger. Ah, Et et puis, quand c'est vous pas le demandez, style anglais non plus. et visiblement, quand vous demandez aux gens de Northampton, c'est où la maison de Alan Moore, on vous donne la rue, on vous dit, on vous donne pas le numéro, vous la reconnaîtrez tout seul. Oui, mais je Ouais. crois que c'est une maison toute Je la reconnais. sombre. Ah ouais, je me sens que c'est assez grillable de voir que c'est une maison de sorcier, quoi. Ouais. Et donc, bah, notre sorcier, bah, après qu'il se fâche avec DC, pour Marvel, il a même fait que Marvel UK, et que il est encore plus fâché. Bah, dans les années 90, il va aller du côté de l'explosion de l'indé, il va bosser chez Image, où il fera notamment Supreme, il fera du Wildcats pour la belle Wildstorm qui est chez Image à la base. Il y a ses propres créations, comme 1963, où il va faire pas mal de choses. Lost Girl, dès les années 90, je crois que c'est 91, 12 par là, Ah, Lost Girls. Lost Girl, ça mettra des années en fait. Il le Oui. crée en 90, mais ça sort que quasiment 10 ans après. Pas parce qu'il trouve pas d'éditeur, parce qu'il met un temps fou à le faire. Et sa femme, à l'époque, puisque c'est plus sa femme maintenant, met un temps fou à le dessiner. Ouais. Et puis, il va, à la fin des années 90, il va lancer donc son label ABC, dont on parlait avant, America's Best Comics. Toujours, alors un label qui est chez Wildstorm, donc un label chez la maison d'édition qui est chez Image, où il va créer la Ligue, il va créer Tom Strong, C'est faux. Prometheus, Top Ten. Au moment où il crée le label ABC, au moment où il signe en fait, Wildstorm se fait racheter. C'est pile au moment, ça je l'ai vu, il l'a dit en interview. Et en fait, il a eu le choix entre soit laisser sa rancune pour DC prendre le pas et dire j'arrête tout,
alors qu'il avait embauché des gens, etc., tu vois. Soit il se dit, bon, Wildstorm m'assure qu'il n'y aura pas d'ingérence de la part de DC, donc on continue quand même. Mais en fait, quand le label ABC est lancé, Wildstorm appartient déjà à DC. Jim Lee est venu en Angleterre en avion pour le rassurer. Ouais, C'est pour ça. le rassurer. Et au bout du 5e épisode de la Ligue, il y a la première censure. Au 8e, il y a la 2e, et du coup, il a dit Gérald, je me casse. C'est pour ça que si vous regardez le dernier truc qu'il a dû écrire pour ABC, ça doit être Terra Obscura, je crois que c'est 2005. Après 2004-2005, il n'y a plus rien, quoi. C'est vraiment dommage, un bon gros gâchis. Bah, il y a eu d'autres trucs, hein. Sa série Top 10 a survécu, Top Strong aussi, mais c'était pas de la même qualité. Prométhea, là, ils l'ont utilisé il n'y a pas si longtemps que ça, au final. Ouais, mais Prométhea n'a pas survécu tout de suite. La Ligue, oui, mais la Ligue, c'est le seul truc qu'il a voulu garder. Tout le reste, il a dit, j'en ai rien à faire, il a donné les droits. Et donc, il va faire des trucs quand même dans les années 2000, alors des choses un peu surprenantes, comme écrire pour Crost, par exemple, hein, le truc de zombie fou dégueu, là. De Garth Ennis. Exactement, ouais, il va succéder à Garth Ennis. Et progressivement, il va aussi de moins en moins écrire de comics pour se consacrer de plus en plus à la littérature. D'ailleurs, je crois que là, je sais plus où on en est. Finalement, il a un fanzine, il a un fanzine local. Il a un fanzine local où il parle de politique il a un et tout ça. fanzine local. Il fait de la BD dedans. Hein. Je l'ai acheté. C'est ce qui me semblait, ouais. Il a pris sa retraite des comics un peu plus mainstream, mais il continue comme ça. Bah là, il a son nouveau roman qui est sorti il y a un mois maintenant, un mois et demi. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, il y a Le Grand Camp, un roman. Je me demande même si c'est pas le début d'un cycle. J'ai un doute. Hein. C'est ça. Si, je crois que c'est en deux. Je l'ai pas encore lu, mais puisque j'ai peur qu'il soit un peu rébarbatif. Donc, mais je l'ai à la maison. Je l'ai pas encore lu. Oui, il est sorti il y a 2 mois en français. Ah, un truc d'Alan Moore, ça sera en français. Hein. Bien sûr, et je peux dire que même les libraires BD, comme moi, ils le prennent pour le mettre en pile. T'en prends pas beaucoup, mais t'en prends 2-3 pour le vendre. Ce que je voulais dire, c'est que je pensais qu'il était sorti que en VO pour l'instant, et pas en français. Ah non, il est sorti en français. Et alors, comme vous parlez de VF, les BD d'Alan Moore, il y a quand même une grosse partie qui est dispo en VF. Finalement, il y a que certains trucs de chez Image et quelques trucs de chez ABC qui sont pas dispo, même si tout a dû être à un moment ou un autre, au moins dans des fascicules traduits. On a notamment Delirium, là, qui ressort pas mal de choses de. Pardon, tu disais, Cam ? Oui. Et c'est toutes premières œuvres, en fait. Ouais. Les vraiment trucs, les Crazy Cat, etc. sont pas ça n'a jamais été traduit en français. Il y a ça, ouais, ces vieux strips, mais sinon. Et les 2000 AD, pareil. Les 2000 AD, les 2000 AD, t'as quand même Delirium qui ressort des choses qui ont été sorties chez Soleil. Il y a Skis, D.R.N. Quinch, la balade d'Allo Jones. C'est vrai, c'est vrai que tout ça, c'était l'histoire de Future Shocks. Et je vous conseille, vraiment, c'est des super récits qui sont d'ailleurs très différents entre eux et qui sont aussi différents un peu du Alan Moore qu'on connaît. Alors que si on regarde Marvelman, par exemple, tout est déjà là. Marvelman, il y a déjà les graines, un peu de Watchmen. Et que finalement, Marvelman, c'est un peu à la fois un Dr Manhattan et un Ozymandias. Je me faisais la réflexion que Marvelman et Watchmen, non seulement c'est vraiment 2 œuvres séminales quoi, de son parcours, mais en plus c'est un peu 2 antithèses. Vu que dans V pour Vendetta, c'est un homme qui va se masquer pour combattre le fascisme, tandis que dans Marvelman, c'est un blond qui devient un surhomme et qui à la fin impose une dictature. Bienveillante, certes, en théorie, mais on a un peu, je ne sais pas s'il a fait ça consciemment, mais c'est intéressant de voir qu'il abordait un peu ce thème de l'autoritarisme et du totalitarisme sous 2 angles très très différents finalement dès le début. Et c'est une œuvre foisonnante, enfin là, on va pas se lancer dans l'analyse de Watchmen ou. Non, mais tout le monde connaît Alan Moore, quoi. Oui. Et c'est un pionnier. Ouais. Un pionnier tant dans la manière d'aborder les comics, tant dans la manière d'aborder des thématiques. Effectivement, bon voilà quoi, le gars, il en impose quoi. Ouais, et avec des castings souvent diversifiés même dans ses premières œuvres déjà. C'est quelqu'un c'est vraiment quelqu'un qui milite en fait dès la fin des années 70 pour une certaine diversité. Il a même quitté un des 2 magazines, pas celui avec le chat mais l'autre, parce qu'il y a eu un édito homophobe dans le magazine par exemple. C'est quelqu'un qui est très investi sur ces causes-là dès le début et sincèrement, il va jusqu'au bout. Ouais, c'est un gars qui a du caractère mais qui est entier.
et qui est aussi, pour moi, c'est un peu un génie, hein, autant vous dire. Oui. Il est tellement fort dans ce qu'il fait, même encore aujourd'hui. Tu vois, tu disais qu'il avait pris la relève de Crost de Garcinis. Alors, il n'avait pas pris la relève. En fait, c'était une série dans cet univers-là. Oui, Et il me oui, oui. semble que c'est 1000 ans plus tard, en fait. Et Le mec invente un langage. voilà. Et en fait, le gars crée un nouveau langage et tout un truc autour de ça. Il a toujours une idée qui arrive et tu te dis, mais comment il a pensé à ça, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui essaye vraiment de sortir des sentiers battus, quoi. Il est très fort pour ça, quoi. Enfin bon, lisez Alan Moore. Hein. Alors moi, pour être honnête, hein, Alan Moore, c'est pas du tout mon auteur préféré. Il est trop littéraire pour moi. Hein. Mais par contre, en termes d'idées, quoi, il est bluffant, quoi. C'est clair que. Alors ne lisez pas From Hell. Hein. Il peut être fluide. Le pire truc de l'univers pour moi. Mais... Tu dis Top 10, c'est très fluide, par exemple. Ouais. Là où là, j'ai lu C'est vrai que Top 10, c'est fluide. T'as raison. Ouais, c'est ça que je voulais dire, c'est que derrière l'image en effet, du génie des comics, faut pas se sentir non plus, comment dire ça, impressionné. T'as certaines œuvres qui sont très faciles d'accès. Top 10, en effet, moi, c'est une de mes œuvres préférées, Tom Strong. Ça peut être très facile d'accès sans avoir à s'y connaître à fond, quoi. Ouais. Bah, attention, après, moi je abscon, hein. Promethea, c'est compliqué, quoi. Ouais, oui, mais voilà. Tu vois, mais il y a du thème, c'est ça qui est bien. Oui, mais justement, j'allais justement parler de Promethea parce que Promethea, c'est hyper complexe. Là, on est tous d'accord dessus. Mais honnêtement, je le conseille à des gens, quoi. Parce que c'est vraiment une œuvre de fou, quoi. Enfin, je veux dire, il y a tellement de trucs, tellement d'idées, etc. Alors, il y a des trucs qui sont complètement perchés, quoi. Mais c'est des trucs à lire, quoi. Vraiment, c'est hyper intéressant. Moi, Promethea, c'est une de mes œuvres préférées d'Alan Moore. Mais- Vraiment, c'est des trucs fous, quoi. Mais tu vois, Promethea, c'est compliqué, mais si tu t'intéresses à l'occultisme, à tout ce genre de choses, tu vas trouver ça beaucoup plus intéressant que Watchmen si t'aimes moins bien les super-héros, tu vois. Je pense qu'il a, il a une œuvre foisonnante où t'as plein de choses. Swamp Thing, si tu t'intéresses à l'écologie, bon bah tu vas kiffer, quoi. Bah, moi, je trouve qu'il y a un truc qui va peut-être s'arrêter dessus parce que vous voyez, on a fait 30 minutes sur Alan Moore. Et juste pour dire aussi, c'est un auteur drôle. Par exemple, pour les œuvres par réédité, il y a Jack Bequick, ou alors des trucs, hein, c'est super drôle. Jack Bequick, tout n'est pas drôle. Hein. Des fois, c'est. Oui. Mais Oui, je suis assez d'accord avec toi. Il sait tout faire, Alan Moore. Mais moi, il y a un truc que je trouve extraordinaire chez lui, c'est sa manière de construire des univers, quoi. À chaque fois, peu importe où il va, il te construit des choses tout autour qui sont cohérentes. Il y a une certaine dynamisme, il y a des choses qui sont impliquées par lui et tout. Et vraiment, moi je le trouve très très fort à ce niveau-là. Que tu vois des Watchmen, même le Cross que j'ai pas trop aimé parce que c'est hyper complexe à le lire. Mais dans les idées et tout, dans l'univers et tout, il y a quelque chose, quoi. Il est vraiment très fort dessus, quoi. Puis ça va vite. Ok, c'est très littéraire, il y a beaucoup de textes à lire. Mais il prend pas 6 épisodes pour créer un truc, quoi. Swamp Thing, je sais pas, mais ça oui, t'as raison. tu vois, Swamp Thing, l'épisode est assez long à lire, mais en fait, en 3 épisodes, ou en 2 épisodes, il a complètement déconstruit ce qu'il y avait avant, et il commence à construire autre chose. Oui, mais c'est beaucoup de trucs qui existaient aussi. Oui, et puis lui, c'est pas un scénariste de l'époque de la déconstruction et du délayage de scénarios comme on peut avoir maintenant. Ça, c'est évident, bien évidemment. Imagine si Watchmen il le faisait à la sauce moderne. On y sera encore. Moi, je pense que Watchmen, s'il le faisait aujourd'hui, il leur faisait quasiment pareil, quoi. Mais bon, Watchmen a tellement impliqué des choses qui ont changé les comics que si Watchmen n'avait pas existé, je pense qu'on n'aurait pas les comics comme ça. Mais bon, il y avait Miller à ce moment-là aussi. Je pense que c'est vrai. Mais je trouve que Watchmen va beaucoup plus loin, il implique beaucoup plus de choses que ce que faisait Miller, quoi, pour le coup. C'est différent. C'est différent. C'est proche et différent. Attends que je te parle des miens, on en reparlera. Ce sera dans l'émission. Et ben justement, les scénaristes ont mal tourné. Et bien justement, on a parlé d'Alan Moore, on a parlé de Vague qu'il a créé, on a parlé de Something, et il a créé un autre personnage, notre cher Alan Moore, à savoir John Constantine. Ouais, et ce personnage a été récupéré par quelqu'un dont tu vas nous parler, Cab.
Tout à fait, John Constantine qui est un personnage créé sur le chanteur Sting, qui était, ultra populaire à l'époque, et qui du coup sera récupéré par Jamie Delano. Si Alan Moore est un trublion de Northampton, il n'est pas le seul puisque Jamie Delano est un contemporain d'Alan Moore, puisqu'ils s'écrivent plus ou moins en même temps. C'est lui qui reprend donc Constantine juste après. Jamie Delano est un homme de Northampton lui aussi, qui, marquera, l'Angleterre, de ses, petits doigts et de sa verve, engagée pour le coup. Il sera c'est Jamie Delano, c'est le côté punk de Alan Moore, en fait. Il a pas la finesse que peut avoir Moore, mais par contre, il le comble tout à fait par une verve et des sujets qui vont être assez costauds. Il va commencer par faire du Night Raven en 83 avec, Davis, enfin 83-84. Il va faire un peu de Doctor Who. Il va faire qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Il va faire du Captain Britain aussi, en 84 jusqu'en 88 et du 2000 AD bien évidemment, il va faire Bloodsport, The Ark en 86 et 87, il va faire du DRN Quitch aussi, et après donc du coup, sa grande œuvre, hein, ce pourquoi il est vraiment connu, Hellblazer, où là, il va pouvoir utiliser, un récit d'horreur, mettant en avant un personnage anglais et dans lequel il va distiller toute sa haine du thatcherisme, toute sa volonté, à l'égalité, l'écologie. Ça, on le retrouvera aussi dans Animal Man, plus tard, quand il reprendra Animal Man. Voilà. Il est Et surtout connu en fait pour avoir fait de Hellblazer ce qu'il est, parce que dans Swamp Mmh. Thing, Alan Moore le fait apparaître, ça dure 2-3 épisodes, mais c'est très peu esquissé, on sait pas vraiment. Jamie Delano va en faire un personnage iconique, et même encore maintenant. et je crois Mmh. que dès cette époque, enfin, Constantine est bisexuel. Oui. Oui, oui, Oui. Bah, oui, oui, tout à c'est fait. c'est quand même hyper rare à l'époque, dans les comics, Ah quoi. bien sûr. Ah oui, oui, mais lui, il va utiliser, la bataille des sexes, il va Mmh. parler d'impérialisme, de génocide, Mmh. d'environnement, d'effondrement culturel aussi. Tout ça, on retrouve ça en partie dans Hellblazer, mais aussi dans tout ce qu'il va écrire après. C'est, parce il fera un Swamp Thing, il fera même un peu de Batman et notamment, Man-Bat. Mais Jamie Delano, c'est un auteur engagé. Très engagé et très punk, qui du coup, hem, contrairement à Moore, ne se fâchera pas avec les gens, mais dans ce qu'il écrit, c'est très fort et donc du coup va pas plaire à tout le monde Mais est-ce que et en c'est plus, pas il lui crée le qui personnage finalement Bernard Palpatine. et est-ce que c'est pas lui finalement parce que ça je me suis posé la question quand j'ai préparé le podcast. Est-ce que c'est pas vraiment lui qui instaure vraiment le ton british dans les comics? Parce que pour moi, quand on me parle de comics british, je pense au premier Hellblazer et finalement c'est Delano qui fait ça quoi. Alan Moore, je trouve qu'il aborde plein de sujets et tout, etc. Mais quand il repense, je mets à côté From Hell et V pour Vendetta, qui sont ce qu'ils sont quoi. Dans les comics mainstream, moi je pense plus à Constantine quoi. Et avec Bah, dis Constantine, dès le ouais. début, t'as le punk, t'as les trucs, les sujets anglais, etc. et tout. Enfin, moi, Ah Delano, bah, pour moi, c'était ça, quoi. mais c'est Delano qui va apporter, Alan Moore va ouvrir les portes, de par son talent. Mm. Delano va apporter la touche punk, qu'on va retrouver dans la deuxième vague, en fait. C'est Mmh. clairement Vertigo est plus ou enfin, Vertigo est créé pour Oui, c'est vrai. Sandman, mais aussi pour Hellblazer parce que Hellblazer, avec ce que fait Delano, ça ne peut pas rester chez Vertigo en standard. C'est trop Mais bourrin, c'est trop punk, c'est trop sociétal. mais j'ai lu que une partie du premier tome de l'Anneau, mais il y a une grande partie de ce que j'ai lu, moi, qui se passait aussi à Londres, enfin, en Angleterre. Ah mais tout est en Angleterre. Voilà, c'est ça. Il faut voir que Constantine ne va Contrairement à aux Moore États-Unis pour la qui fait première voyager ses fois, héros. enfin, il y va pour Swamp Thing de Moore et Non. après globalement il y va quasiment jamais Mm. et la seule fois où il y a un vrai run aux États-Unis, c'est parce que tu as Brian Azzarello qui le fait venir aux États-Unis.
Même Warren Ellis, qui était avant, le fait venir une seule fois pour parler des tueries et l'épisode ne sera jamais utilisé. Enfin, que des années bien plus tard. Mais sinon, la plupart des histoires de Constantine, pendant quasiment 20 ans, se passent en Angleterre. Constantine est un témoin de l'Angleterre moderne et de l'Angleterre de ce qui s'y passe. C'est Jusqu'à la Justice League Black. Ça n'existe pas. Ceci n'existe pas. Constantine, et notamment Hellblazer, est sûrement le plus anglais des comics américains. Ce sont que des auteurs. Il y a eu un seul auteur américain qui a écrit dessus. Ça n'a été que des auteurs. Si tu cherches la British Invasion, tu veux savoir les gros noms, tu prends Constantine, tu regardes sur les 300 numéros de ce qu'était Hellblazer, tu as un auteur américain, tout le reste ce sont que des auteurs anglais. Tu te poses même pas de questions. Et même encore aujourd'hui, puisque c'est Cy Spurrier. Oui, mais il y a eu des Américains qui sont passés dessus et qui l'ont sali, avec leurs petits pieds quand ils ont fait New 52. Et sur Hellblazer, c'est qui l'américain alors? Azzarello. C'est Azzarello. Ah, c'est Azzarello. Ah bah oui, c'est vrai qu'il est américain. Oui. C'est le seul. Attention parce que Cab parle des Hellblazer, pas de Constantine, et tout, etc. et tout quoi. Non, il y a une seule série avec Constantine, ça s'appelle Hellblazer. Le reste n'existe pas, ou alors. Le Cy Spurrier, pour moi, il a fait du Constantine, il n'a pas fait du Hellblazer, quoi. Ah non, je suis pas d'accord. Son volume, c'est carrément une discussion du Brexit. Enfin, on en reparlera quand la dernière émission. Non mais d'accord, mais la série c'est Constantine, c'est pas Hellblazer. Bah parce qu'il a pas eu le droit. Mais la nouvelle série s'appelle Constantine Hellblazer, je crois, c'est ça? Oui, c'est un truc New 52, enfin DC Comics, tout ça quoi. J'ai pas encore lu le Cy Spurrier, mais et j'ai hâte pour le coup. Il paraît que c'est pas mal, hein. Il paraît que c'est pas mal. Il y a deux choses. Il y a un premier tome qui est sorti chez Urban avec je sais plus quel, c'est pas Campbell aussi au dessin. Enfin c'est excellent. Hein. C'est incroyable. On parlait de la reine d'Angleterre. C'est un propos républicain mais dans le sens britannique, c'est-à-dire opposé à la monarchie et un coup de pied aux fesses à toute la vieille bourgeoisie anglaise. C'est phénoménal. Alors je pense que c'est moins bien que peut-être que les premiers Hellblazer, mais par rapport où je rigolais en parlant de Justice League Black, tout ça, il a repris l'esprit Vertigo. C'est Dark, après, pas Black. Justice League Dark, oui. Ouais. Oui. Mais il faut voir que dans son Hellblazer, on va parler de thatcherisme, et en plus, on est sur la vague punk, c'est fin des années 70-80, donc c'était sur les cendres de la vague punk en fait qui est en train de s'achever. La vague punk, elle meurt dès 79 en fait. Hein. C'est 76-79. Hein. Très. Ouais, je pense que oui, c'est vrai. Oui, mais la noirceur continue avec continue avec le post-punk, Cure, Vision. Et d'ailleurs, pas l'éclate. Hein. Non, et Constantine est un ancien punk. Puisqu'il était chanteur de punk, et il y a tout un truc sur le sujet, hein, d'ailleurs. On retrouvera. Et est-ce que Delano, c'est pas un peu finalement le trésor caché des lecteurs de comics? Parce que il est moins connu qu'un Morrison, qu'un Ellis, qu'un Moore. Mais il a fait beaucoup de choses qui sont dans l'horreur, dans les choses un peu sociétales. Il a eu peu de gros succès. Tu vois, il a fait quand même à peu près quasiment 30 numéros d'Animal Man, et pourtant, quand on parle d'Animal Man, on parle que de Grant Morrison, alors que les Animal Man qu'il va faire avec Steve Pugh, en fait, il reprend la suite de Morrison, puisque c'est en 92-94, et c'est loin d'être mauvais. On est sur un excellent bouquin. Quand il arrive sur Shadowman pour Valiant, on est dans l'horreur pure. Son Man-Bat, c'est lui qui va créer Man-Bat en fait, et avec John Bolton au dessin, et c'est incroyable à l'époque. C'est d'une noirceur absolue. C'est vrai aussi que par rapport au nom que j'ai donné, ou même d'autres comme Milligan, il n'a pas vraiment percé sur les titres mainstream de DC et Marvel. Je sais pas si ça l'intéressait juste pas ou si. Non, et il a fait énormément de titres chez Vertigo. Avec des auteurs plus ou moins connus. Mais tu vois, si je te dis Outlaw Nation chez Vertigo, il y a quand même 20 numéros. Personne ne sait ce que c'est. Même moi, je sais pas. Hein. Je l'ai vu en faisant mes recherches. Non, mais
Il a fait des trucs comme pour Dark Horse avec David Lloyd. Elle Eternal avec Sean Phillips qui était très bon. Tiens, tu veux du vieux Quickly, il a fait 2020 Vision, notamment, qui était une mini-série chez Vertigo. Mais Donc, il est vrai que Jamie Delano, moi quand tu m'en parles, je pense que Hellblazer. Pourtant, il a fait d'autres trucs bien comme sûr. tu le dis, hein. Mais Ah, c'est mais il vrai a, que il a ça une lui colle carrière à la peau, quoi. prolifique. Et d'ailleurs, Mais il en est revenu régulièrement, il est revenu dessus, c'était un événement, etc. et tout, quoi. Donc, il est revenu plusieurs fois dessus et comme ouais. Alan Moore, aujourd'hui, il écrit des bouquins. J'ai l'impression que c'est un peu une Oui. constante, hein. Et je crois qu'il a rien fait depuis Prost en Cross Badlands en 2012. Je crois qu'il a rien fait depuis en comics. Si je regarde En comics, sur. non, il écrit des. Non, je te dis maintenant, il écrit des livres. Ah, il a fait Shadowman aussi dans ses œuvres. Oui, mais Oui, il l'a Shadowman, cité. c'était tout début de Valiant. Oui, Oui. oui, oui. De toute façon, on va Mais en là, parler. tu vois, Il y a eu quelqu'un qui a ramené là, pas mal l'anglais sur oui. Valiant, quoi. Mais là, De tu par vois, sa là, position, quoi. il a sorti son dernier bouquin en 2020. Donc, en sachant qu'il en avait sorti en 2012, en 2014, en 2017, t'es un sur tous les 3 ans et il est encore assez actif, quoi. Mm. Et lui, maintenant, effectivement, son dernier truc, c'était Badlands. Enfin, Cross Badlands. Mais Et oui, je c'est pense vrai qu'il a qu'il fait est. des Badlands qui étaient bien en plus, hein. Ouais, Qui ouais, étaient bien. bon, il fait pas de tout, mais il en fait un peu. Mais Ouais, il en a fait pas mal. je pense que c'est un auteur qui est plutôt bien vu et bien considéré par ses confrères, là où Alan Moore est très solitaire. Delano a souvent repris au pied levé des titres que faisaient des confrères à lui pour le plaisir en fait, Ouais, mais je pense que ou c'est pour aussi les dépanner. parce que Alan Moore a plus de liberté en fait. Il a une renommée qui lui permet d'avoir un espace de création sans doute plus grand que Jamie Delano. Ouais, je pense qu'aussi qu'il a Alors, plus de vocation créative aussi, Alan Moore, qu'un Jimmy Delano aussi. je pense aussi, mais je pense que Delano a lui fait fonctionner. C'est un auteur qui a beaucoup rendu de faveur, qui a ramené des mecs comme Garth Ennis, etc. Donc Mm. après, quand t'as des gars comme Garth Ennis ou Grant Morrison qui lui disent, est-ce que tu peux passer derrière moi, est-ce que tu peux faire un épisode de ma série, il dira oui. Alan Moore, on lui demande pas ce genre de choses. Mm. Vaut mieux pas. Après, il peut te faire une dinguerie derrière aussi, donc vaut mieux pas, quoi. C'est même pas, vaut mieux pas, mais tu vois, regarde, Grant Morrison, à ses débuts, quand il est pote avec Mark Millar aide Grant Morrison quand il est en retard, et inversement. Mm. Mais parce que les mecs se renvoient l'ascenseur. Alan Moore n'a jamais fait ça pour aucun scénariste. Non, c'est plutôt avec les dessinateurs pour le coup. Mais on en parlera plus tard. Continuons un peu sur. On va continuer, hein, messieurs, parce que je vais pas m'endormir Oui, moi, à 3 heures du mat. J'ai faim. Et donc, on va passer à Thomas. Thomas, tu vas Alors moi, parler je vais d'un vous, autre scénariste assez important aussi dans cette vague-là. alors moi, je vais vous parler un peu la personne qui est pour moi le parrain du comics britannique, c'est-à-dire Pat Mills, Mm. parce que on parlait justement tout à l'heure de 2080. Eh ben, c'est un des co-créateurs de cette revue. Et ce que je trouve intéressant pour lui, justement aussi, c'est que il montre aussi la manière dont on crée les comics en Grande-Bretagne, c'est-à-dire par des revues qu'on pourrait un peu rapprocher de ce qu'on connaissait en France avec Strange et tout ça. C'est-à-dire que dans ces revues, tu avais plusieurs séries en même temps. Et donc c'est très intéressant parce que c'est un terrain d'expérimentation qui permettait de faire plein de choses. Donc il commence au milieu des années 70 en tant que co-éditeur et scénariste freelance. Il crée plusieurs revues avant, Battle Weekly et Action Weekly, qui sont connues pour leur grande violence, mais a priori assez peu connues en dehors du Royaume-Uni. Et c'est en 1977, comme il a dit, qu'il crée 2080 et il est scénariste et aussi directeur, rédacteur en chef. Donc il impulse aussi et il fait venir des scénaristes. Et il continue encore aujourd'hui, de temps en temps, à écrire dans la revue. Il a créé ou co-créé Judge Dredd, Slane, ABC Warriors et Nemesis the Warlock. Par contre, aux États-Unis, il est, pour moi, resté assez peu en fait. Il a eu un grand succès avec le personnage de Marshall Law en 1987, qu'il co-crée avec Kevin O'Neill.
et qui sort chez Epic. Donc c'était la sous-collection adulte de Marvel et qui La fonctionnait. collection Vertigo, mais chez Marvel. C'est ça, et justement qui fonctionne au creator own, c'est-à-dire les auteurs gardent leurs droits. Et j'ai pas vraiment trouvé d'informations, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu le cas de Pat Mills, c'est-à-dire que je pense pas qu'il voulait travailler pour les Big Two parce qu'il veut pas être salarié. Je pense qu'il aime son indépendance. C'est aussi quelqu'un avec un fort caractère et un engagement certain. Et je pense qu'il veut être maître de ses créations et il veut pas tout abandonner. Et donc, au-delà de Marshall qu'il a réinventé régulièrement dans différentes maisons d'édition, il n'a pas vraiment fait grand-chose d'autre aux États-Unis, mais c'est pas grave parce qu'il a sa carrière en Europe, à la fois en Angleterre, avec tout ce qu'il a créé chez 2000 AD, et aussi en France, il est très connu pour la Grande Guerre de Charlie. C'est Et pas que. Charles Wars. ouais, mais c'est ça qu'il a un peu institutionnalisé en France et qui Non. lui a obtenu. Alors attends, j'ai pas fini. Qu'il a obtenu un peu le plus de récompenses. Ça on peut le dire. C'est là qu'il a obtenu le plus de, je sais plus, il a obtenu le prix de la BD historique et tout ça. Il a obtenu des tonnes de prix. Voilà, c'est ça. Oui, il a eu pas Alors mal après, de choses. Ouais. il a aussi travaillé directement pour le marché français avec le dessinateur Olivier Ledroit. Alors, j'ai trouvé le nom parce que je suis pas très. C'est Requiem. Voilà, c'est ça. Ah oui. Requiem. Voilà, il a fait du Requiem, c'est bien ce qui me semblait. Ouais, et aussi. Il continue encore, hein, et ouais. Ça, c'est un vrai gros succès public. Ouais, Requiem, c'est une grosse œuvre en franco-belge. En franco-belge, c'est considéré comme une grosse série. Hein. Olivier Ledroit, c'est quand même les Chroniques de la Lune Noire, hein. C'est pas n'importe qui non plus. Tout à fait, ouais, mais c'est pas ce que je parlais en termes de reconnaissance, parce que tu vois, il reconnaissance critique pour Charlie. Ouais, c'est ça. Dans ces cas-là, parce que pour reconnaissance publique, c'est Requiem pour le coup. C'est pour ça que je voulais te. Et puis ce que je trouve intéressant avec sa carrière, c'est que il a un peu touché à tout, les revues britanniques, des single issues aux États-Unis, et puis maintenant un peu le format album franco-belge avec ce qu'il fait avec Olivier Ledroit. Donc c'est intéressant de voir qu'il a réussi à se fondre dans différents formats, tout en gardant une identité très propre et je pense un attachement à ses propres créations. C'est un peu le tonton de tous les auteurs qui passeront par tous ces années, quoi. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Ouais. Et on en parlera pas ce soir. Pardon. J'allais dire, on en parlera pas ce soir, mais il y a aussi son poteau John Wagner avec qui il crée Judge Dredd. C'est un peu les deux gros parrains de toute l'industrie britannique des années 80. Ouais, d'ailleurs, quand on avait préparé ce podcast, je suis quand même étonné que Judge Dredd c'est créé par un Américain et un Espagnol ou Mexicain, non mais Espagnol, et finalement Pat Mills il est même pas crédité en tant que co-créateur de Judge Dredd, quoi. Donc c'est assez drôle au final, quoi. Ah, je dis des bêtises. Wagner il est pas co-créateur en plus. Je dis des bêtises. Si. Il est. Wagner est co-créateur. C'est Wagner et Skera qui sont co-créateurs de Judge Dredd. Ouais, mais il est britannique, tu dis un Américain, il est britannique. Pat Mills aussi, en tant que, en fait, il discutait avec Wagner en tant qu'éditeur, mais dans le sens vraiment à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire que pas juste donner l'argent, mais vraiment échanger sur le projet, etc., quoi. Puis il est dessus, comme par exemple un mec comme Claremont qui finalement façonne les X-Men, même s'il arrive beaucoup plus tôt que Claremont avait sur les X-Men, mais genre, Pat Mills, c'est le parrain, quoi, de Judge Dredd. C'est quasiment le père adoptif ou l'oncle qui est un père de substitution. Ouais, exactement. Donc Wagner est bien né aux États-Unis. Alors effectivement, la nationalité anglaise, hein, mais il est bien né en Pennsylvanie. C'est pour ça que ça m'avait fait rire quand j'avais regardé des choses sur lui. Mais tu sais, c'est les fameux Anglais nés aux États-Unis, quoi. Qui est né en 49, quoi. Ah ben là, on pense à Dragnir, bien sûr. Hein, c'est le moment. On pense à toi. Ouais. Et toi, bien tes armes. Il a fumé son 3e cigare de la soirée. Là. Exactement. Il a mis sa casquette rouge là. Bon, alors là, on va passer maintenant à l'autre côté de la barrière. Je voudrais juste revenir un truc vite fait sur Pat Mills. On dit que c'est le tonton, mais tu vois, si Alan Moore a ouvert la porte pour les auteurs anglais de venir aux États-Unis, Pat Mills, par tout ce qu'il a fait, a en fait mis le pied à l'étrier à
plus d'une génération de scénaristes et de dessinateurs anglais. Sans lui, il n'y aurait pas de British Invasion parce qu'en fait, il n'y aurait pas d'auteur, en fait, tout simplement. Oui. Ou en tout cas, très différemment. Je pense que même 2000 AD n'existerait plus s'il était passé, quoi, parce qu'il a fait de cette revue un lieu mythique, ce qui fait que elle continue à exister parce que c'est devenu un pan de la culture britannique, quoi. Et il y en a en grande partie responsable. Mais Pat Mills, effectivement, sera plus vénéré en Angleterre qu'aux États-Unis. Ouais. Mais son importance dans la British Invasion est tout aussi importante parce que il y aura pas sans lui. Tout à fait. Donc du coup, justement, on a parlé principalement des scénaristes, mais maintenant on va parler des dessinateurs parce que mine de rien, nos amis anglais ont beaucoup révolutionné tout ce qui s'agit en termes de scénarisme, mais aussi en termes de dessin. Et on va parler tout de suite, enfin je vais parler au moins de l'auteur que je voulais absolument parler ce soir. On va parler de Barry Windsor Smith, ça tombe bien, une actualité parce que Panini, ils ont publié, je crois, Ad-Astra in Africa. Arme X. Alors Ad Astra, ça c'est Delcourt qui est sorti le mois dernier, je crois. Et là, il y a le Weapon X, il va avoir encore une édition. Il y a le Weapon X qui vient de sortir en noir et blanc grand format. Ouais, c'est ça, voilà, en grand format. Comme le Avengers Ultron par Perez. Il vient de sortir la semaine dernière. Alors, Barry Windsor Smith, qui est... Oui, comme celui-là, en fait. Comme celui-là, mais en noir et blanc. J'ai acheté il y a 2 jours. Je suis bien raccord avec l'actualité. J'ai acheté la version couleur il y a 2 jours. Tu vois. Il est plus gros que la version couleur. Hein. Il est dos toilé, etc. Il a une couverture blanche. Ah, il est plus grand que celui-là, là, qui est gigantesque. Non, il est plus gros. D'accord, ok. Il est plus petit en termes de taille et plus gros. Des pages plus épaisses, quoi. Oui, il est sur une fab. Un peu comme ce qu'a fait Urban pour les Big John, tu vois. Okay, ouais. Alors ils sont là, c'est pas toilé, mais c'est dos toilé, mais c'est à peu près cette taille-là, quoi. D'accord, ok. Pour ceux qui voient pas la vidéo, Cap vient d'aller dans sa boutique, il a couru pour aller dans la réserve et de montrer. Tu sais que on le ferait pas aujourd'hui. Je me dis qu'il y a des fois, ça serait plus simple que je fasse ces podcasts dans la boutique. Donc pour revenir sur Barry Windsor Smith, alors Barry Windsor Smith, ce qui est assez particulier, et vous savez, si vous me connaissez, vous savez que j'aime beaucoup les illustrateurs, c'est que c'est plus un artiste qu'un illustrateur pour moi. Hein. C'est une personne qui fait de la peinture. Alors il faut savoir qu'il a fait l'école d'art, hein, ce qui est pas si fréquent hein, dans l'univers des comics. Et lui, il a commencé à faire des premiers numéros hein, dans les années 60, fin des années 60. Mais on le connaît. Qui sont très mauvais. Hein. Alors, je t'avoue que je les ai pas lus. Ah bah moi, je t'avoue que je les ai pas lus. Alors là, je suis pas d'accord. Alors là, on va se taper, là. Non, c'est X-Men de 69. C'est X-Men de 69. Ah, oui. C'est du Sourd Kirby. J'ai dû regarder 2 fois le nom pour être sûr que c'était lui. Hein. Alors, figure-toi que quand il est arrivé chez Marvel, c'est Stan Lee qui trouvait qu'il avait un style qui était proche justement de Kirby. Ah ouais, mais exactement. À cette époque-là, et c'est pour ça qu'il a commencé directement chez Marvel d'ailleurs, hein, pour remplacer en fait Kirby quoi. Alors moi j'ai jamais voulu voir ces numéros-là et tout parce que ça m'intéresse pas du tout. Plus tard, il s'est parfait, enfin il a complété sa technique etc. Et aujourd'hui, au début, si on le connaît vraiment, c'est pour son boulot sur ses Conan, avec Roy Thomas. Où là, vraiment, on a un illustrateur, moi, il me rend fou, quoi, même, alors c'est les années 70, hein, c'est Conan, ça commence octobre 70, je crois, de mémoire. Conan the Barbarian, c'est ça, avec Roy Thomas, oui. Et pour moi, il y a vraiment une cassure en termes de style, où on est plus dans le réalisme, là où on voit un Kirby qui va beaucoup plus déformer les formes pour le dynamisme, etc. et tout. Barry Windsor Smith, il va arriver avec un concept un peu plus réaliste qu'on aurait pu voir à l'époque sur, je me rappelle plus comment il s'appelait le magazine, Heroic Fantasy, un peu dans cette vague-là. Pardon ? Weird Tales ? Ouais, plutôt dans ce genre-là. Weird Tales, ça c'est des années 30, c'est du magazine Pulp. Mais il n'y a pas Von Mancha, il a dit. Bref, plutôt dans un concept réaliste, mais
hyper accessible. Alors c'était souvent très musculeux à cette époque-là, au départ, enfin avec Conan, bon c'était un petit peu obligé quoi. Mais tout de suite, très élancé son Conan. voilà, on avait des corps musclés, élancés, et surtout ce qui me rend fou, c'est que déjà dans les années 70, il y avait surtout les petites touches d'ombrage qui rendaient vraiment son style très réaliste quoi. Enfin beaucoup plus réaliste de ce qu'on avait l'habitude à cette époque-là. Donc forcément, ça cartonne. Moi, j'ai été marqué aussi un peu plus tard, parce qu'il arrive sur les X-Men dans les années 84, où il prend le relais de John Romita Jr. Et vous savez, c'est lui qui fait l'histoire de Tornade avec Forge, justement. Pour moi, à cette époque, c'est Life and Death. Et pour moi, à cette époque, c'est un dessinateur star. C'est-à-dire qu'en fait, il vient pas pour un run, il vient pour un épisode. Et soit il est juste dessinateur, mais c'est très rare, soit il est aussi scénariste en fait. Parce que quand il est sur Iron Man à la fin de la guerre des armures, il te conclut un truc sur un voyage psychologique, il est scénariste et dessinateur. Et il me semble que Life and Death, il est aussi co-scénariste. Oui, donc ça devient une star quoi. Et il ne fait que 4 épisodes. Puisque le Ad Astra qu'il fait, qui vient de sortir chez Delcourt, c'est une partie de Life and Death qu'il avait pitché, que Marvel lui refusera, et que du coup il mettra dans ses cartons, il se fera plus tard. Et c'est pour ça qu'il s'en va d'ailleurs, hein, vexé. Il a mal fait ça, Arme X, il est dessinateur et scénariste. Hein. Donc oui. Pour moi, il est vraiment précurseur pour ça, en fait. C'est-à-dire que... Attention, là, tu vas trop vite pour moi, là. J'ai pas fini, mon cher. Excuse-moi. Alors, pour le coup, il est crédité comme dessinateur, alors en tout cas dans la version française, sur la FNF avec justement l'épisode avec Forge. Mais quand on voit la transition entre Romita et Barry Windsor Smith, vraiment là, Barry Windsor Smith, il prend Romita comme ça, il vient dans un coin, il fait allez, vas-y petit, va te poser sur le petit fauteuil, laisse faire le patron quoi. Vraiment, on arrive. C'est dur parce que pour le coup, c'est une des meilleures périodes de Romita à cette époque-là. Et c'est vrai que c'était une Romita que j'appréciais. Donc c'est dire, tu vois, parce que quand tu vois aujourd'hui les cacas qu'il fait. Non mais aujourd'hui c'est compliqué Romita aujourd'hui. Vous êtes dur, il n'a pas le même âge. Romita, il est même pour moi encore meilleur après quand il fait le Iron Man avec John Byrne. Ces pages-là sont. Non. Bref. Barry Windsor Smith, on en reste là. C'est de la masterclass. Et puis arrive dans les années 90, 91 de mémoire, Weapon X. Et là, Weapon X, je pense que. Alors, pour en parler avec. Enfin, je sais pas si vous voyez Paul Renault quand il y a une parution de Weapon X, il devient tout fou. Je crois qu'il a toutes les éditions du monde entier, tellement c'est fou. Mais Barry Windsor Smith, pour moi, c'est Wolverine et Weapon X. Donc l'histoire d'origine, alors je parle pas de The Origin, tout ça, mais son passage justement en tant que Arme X. Donc tout le visuel de Wolverine avec tous les câbles, etc. et tout. Et donc effectivement, il est scénariste et dessinateur. Tout le film. Ah oui, parce que c'est vrai que justement, je vais y arriver. Visuellement, c'est cinématographique. C'est superbe, c'est magnifique. Il y a des plans. Ça fait franchement ça met des claques de fou quoi. Et même sur le scénario, on voit quand même qu'il a une touche à lui, c'est très psychologique, c'est hyper réfléchi, on comprend bien que là Wolverine faut pas trop le faire chier parce que quand il a un tel lavage de cerveau et que ça en devienne bête, on comprend maintenant pourquoi dans le futur il est aussi sauvage, etc. Bref, honnêtement c'est une masterclass. D'ailleurs, c'est tellement de masterclass que Panini, ils en ont fait 47 éditions, quoi. Donc, vous pouvez le trouver dans tous les formats. Il existe en Marvel Gold, en Marvel le best-of qui était en souple, celui-là que j'avais à l'époque. Il y a X grands formats. Enfin, faut y aller, quoi, parce que Barry Windsor Smith, c'est un truc de fou. Ouais, et là, sortir le Machine Man. Alors pour le coup j'ai jamais lu, mais j'ai envie de te dire ça m'intéresse pas trop maintenant que j'ai lu Weapon X. Et d'ailleurs ce qui est assez marrant c'est qu'effectivement il se barre de Marvel et il devient du coup le directeur créatif de Valiant. Donc là il doit être tout triste encore une fois à Dragnir parce qu'il aurait crié, il aurait fait des fistes du pouvoir quoi. Il arrive en tant que directeur créatif chez Valiant et il crée un petit duo
que j'aime beaucoup, qui est Archer Armstrong. Et donc après, il supervise. Et effectivement, il amène beaucoup d'auteurs anglais, ce qui est assez étrange. Enfin, ce qui est assez étrange, qui est assez logique. Et quand j'ai préparé justement sur cet auteur, je me suis demandé finalement si c'était pas le deuxième personnage, enfin le troisième, parce que Pat Mills est assez important, mais peut-être plus finalement sur les générations futures. Mais c'est quand même quelqu'un qui était hyper important aussi sur l'apport de talent anglais aux États-Unis. Parce que finalement, chez Valiant, il y a pas mal de choses qui sont arrivées. On a parlé tout à l'heure de Shadowman, c'est lui qui crée Unity. Bref, il y a beaucoup de choses avec lui. Mais ce qui est surtout important, c'est sa patte visuelle qui est incroyable, quoi. Et je vous invite à taper sur internet Barry Windsor Smith illustration. Franchement, c'est des dingueries, quoi. Vraiment, c'est de l'art, quoi. Et c'est peut-être celui qui a amené cette vision un peu artistique dans les comics à cette période-là. Et je me demande même si c'est pas avec lui, on a après les modèles des superstars qui, je parle plus par rapport à aujourd'hui, ou des illustrateurs qui arrivent pour faire 3-4 numéros. Et puis après, ça se barre, quoi. Et puis, tu as toute une influence de la peinture pré-raphaélite, tout ça, qu'il inclut dans ses dessins. Ce qui n'était pas vraiment le cas avant, où Kirby et tout ça, c'est sur l'efficacité et tout ça. Lui, il est dans une profusion qui est énorme. Et ce que je trouve impressionnant, c'est qu'il continue, j'ai pas encore lu, parce que c'est pas très joyeux, voilà, mais il continue à te proposer encore des dingueries, parce qu'il paraît que Monster, c'est fantastique, quoi. Monster, c'était tellement bien qu'il a eu des prix, hein, donc Ouais. oui, clairement, Barry Windsor Smith, alors je n'en parle pas après parce que il va se faire tard, mais Barry Windsor Smith, c'est quelqu'un qui crée toujours, et même, je veux dire, Ad Astra qui a été publié le mois dernier, c'est une vieille œuvre, hein, Ad Astra, il me semble. Je l'ai feuilleté, c'est années 90. Il me semble, c'est fin des années 90, ouais, c'est ça. Ouais. Et je l'ai feuilleté. Putain, c'est beau, hein. Clairement, c'est vraiment un giga auteur qui a inspiré beaucoup d'artistes, mais pas que anglais, hein, pour le coup. Des générations d'artistes se mangent en Weapon X encore aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qu'on est obligé de parler parce que il est fort le bougre. Il est fort le bougre. Et il y a d'autres dessinateurs qui sont venus pour le coup par Alan Moore. On en a une tripotée d'ailleurs, dont on va en parler. N'est-ce pas, Thomas? Ouais, alors moi je vais vous parler d'un dessinateur dont j'étais complètement fan ado, mais que finalement je connais assez mal, donc n'hésitez pas à me dire si je dis des conneries. C'est Alan Davis. Alan Davis, donc moi au départ je l'ai découvert sur Excalibur, qui a été un de mes chocs quand j'étais enfant, parce que j'étais fan des X-Men, et je voyais une nouvelle série des X-Men, donc apparenté X-Men, donc je saute dessus. Et en fait je découvre un truc totalement différent, et c'est seulement maintenant, une fois que j'ai lu l'omnibus de Captain Britain, que je me rends compte qu'en fait, il avait commencé déjà un petit peu avant à créer cet univers assez étrange dès Captain Britain en 1981 pour Marvel UK. Alors, faut savoir que donc Marvel éditait sous forme de revue, Marvel UK sortait des pas vraiment de single issue, mais plusieurs séries dans un même volume. Et ils ont aussi voulu créer leur propre héros, donc c'était Captain Britain. La première version a fait un flop, et donc ils l'ont relancé avec Alan Davis, je crois, dès le premier épisode, et avec Dave Thorpe comme scénariste. Hein? Jamie Delano. Ouais. Dave Thorpe d'abord, puis Alan Moore, et ensuite Jamie Delano. Et je trouve que déjà dans ce truc assez mainstream, on pourrait croire, un super-héros un peu à la Captain America, t'as déjà en fait un mélange entre des racines culturelles britanniques, comme le roi Arthur, Alice au pays des merveilles, un humour très absurde à la Monty Python, typique de cette époque-là, avec les codes du super-héros. Donc dès cette époque-là, c'est vachement bien. Puis sur Excalibur, c'est aussi excellent. Et donc il fait ensuite quelques épisodes de Miracle Man dans le magazine Warrior. Et dès 85, il arrive sur le marché américain
avec Batman and the Outsider et Detective Comics. Et ce qui est marrant, c'est que quand tu regardes les Chronicles, en fait, c'est impressionnant, quoi, parce que tu vois, j'ai même pas retenu le nom des dessinateurs, mais sur la série Batman, bon, c'est pas fantastiquement dessiné. Et à côté, tu vois Detective Comics qui est dessiné par Alan Davis, et c'est juste brillant, quoi. T'as une souplesse dans l'anatomie. C'est-à-dire qu'il arrive à être à la fois c'est des corps très musculeux, mais en même temps, t'as beaucoup de dynamisme et de souplesse, et c'est vraiment très très beau. Alors Et moi, pour le coup, Alan Davis, c'est quelqu'un que je décris comme étant l'auteur qui a réussi à faire la fusion entre le style cartoony et le réalisme. ouais, dans le Et, visage, et, t'es là, ouais. et donc c'est marrant parce que moi pour des sujets et tout, j'ai une espèce de roue, j'ai 3 styles, j'ai réaliste, cartoony et iconique. Et en fait, lui, il est presque au milieu, quoi, parce qu'il arrive à faire un peu de tout. Son style Ouais, arrive à tout fusionner. Et donc, t'as des personnages hyper expressifs, t'as des corps qui sont assez proches de la réalité en termes de proportions, etc. et tout. Mais t'as aussi beaucoup de dynamisme. Et puis, bon, bah, ces corps sont Ouais. musculeux et tout, etc. quoi. ouais, puis tu peux Donc, avoir des grimaces dans les visages qui sont exactement. hyper à la Walt Il gère, Disney, à la Tex Avery, quoi. Mais il ça peut gère aussi surprendre. beaucoup de corporalités différentes. Là où aux Mm. États-Unis, tu as Ouais, quand même exactement. un Ouais. physique assez. Tu vois, les mecs sont plutôt minces, etc. Tu as rarement des gros. Sur Alan Davis, quand tu regardes ces épisodes sur Excalibur, tu vas Mm. trouver des gros, tu vas trouver des pas gros, tu vas Mm. trouver des petits, des grands, des moches, des grands, des beaux. Megan est un canon de beauté parce qu'elle l'est. Étincelle est pas si jolie que ça. Elle a Mm. un charme, mais c'est pas la meuf la plus jolie du lot, quoi. Ouais. C'est un style qui surprend quand on le découvre. Moi, je l'ai découvert dans les années 2000, à l'époque où je commençais à lire des comics. Et honnêtement, au début, j'accrochais pas à Alan Davis. Vraiment, Ah, Ah ouais? c'est au tout début. Mais alors, en même temps, c'était pas les meilleures histoires, hein. C'était les Excalibur ou X-Men de Claremont du milieu des années 2000, l'époque Renault, tout ça, après Morrison. C'était pas les meilleurs scénarios non plus. Et j'ai mis quelques épisodes à vraiment comprendre, tout comme Michael Red, dans un style totalement différent. Il a fallu que j'apprivoise un petit peu le style. Et après, une fois que j'ai commencé à l'apprécier, là, c'était que du bonheur. Ouais, mais encore, tu vois, je trouve que ton style est un peu rigidifié sur les années 2000-2020, Mhm. comparé à ce qu'il pouvait faire dans Ouais, les c'est années vieux, quoi. 80, Hein. 90, Ouais. où là, tu as un dynamisme, c'est péchu à mort, enfin, et puis c'est coloré. Enfin, moi, je suis tombé comme Thomas dans les années 80 sur lui dans Excalibur. Je suis tombé raide amoureux direct, quoi. ouais. Ah, il faut savoir que c'est aussi un dessinateur qui est aussi scénariste. Mm. Oui. Moi, Oui, enfin, j'adore sa série clandestine, Ouais. qui est euh, qui est une petite famille qui est dans l'univers Marvel, qui a pas trop fonctionné, mais moi, franchement, j'adore l'histoire de clandestine, quoi. D'ailleurs, paix à son âme à mon volume, qui a été pris par mes dégâts des eaux dans mon box là. Pourtant, il a été signé et dessiné dedans par Alan Moore, par Alan Davis, pardon. Mais oui, c'est quelqu'un qui aime bien faire ses scénarios, mais pour le coup, attention, hein, on n'est pas sur du Alan Moore, quoi. Vraiment, là, on Ouais, est plutôt c'est sur. un peu non! classique, ouais. C'est C'est une ça. lecture Ah, C'est un sympathique. peu plus classique. ça Ça dépend dépend. pourquoi. Parce que moi, je trouve que tu vois, on parlait de dessinateurs superstars avec Barry. Alan Davis, quand il part de Excalibur la première fois, c'est parce qu'il est pas content du traitement de la série. Et quand il revient, il est déjà en solo. Et à Mm. partir de ce moment-là, Alan Davis est un dessinateur superstar. Ouais. Sur Excalibur, et c'est Excalibur, quand il est tout seul sur Excalibur, c'est, ça va à 100 à l'heure, ça foisonne d'idées. Il travaille le multivers comme ça avait été travaillé dans Captain Britain par Moore. Ça fourmille d'idées, quoi. Il reprend même, je trouve que, surtout sur Excalibur, tu sens qu'il y a un côté mourien dans ce qu'il fait. Et je pense que sur Clandestine, c'est un peu plus plan-plan, parce Mm. que Marvel y croyait pas trop, et que du coup, il a essayé de calmer un peu le jeu. Mais c'est Excalibur en solo, c'est du pur amour. Ça va dans tous les sens, ça brasse énormément d'idées. C'est vraiment top. Je crois qu'il avait Ils fait, sont, il avait pas fait un bout de run de X-Men aussi. Si, 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 les si, si. 12, l'époque des 12. ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais il est pas scénariste à ce moment-là, il est que dessinateur, hein. Ah non non. Non, il est Il a aussi scénarisé, scénariste. si, si. ah Il est voilà, il est bien scénariste sur les scénariste. 12? Ouais. Ouais, Il et est en fait, il scénariste fait un sur les peu 12. d'intérim. Ouais.
Et alors, il se murmure même que sur ces derniers épisodes, c'est Claremont qui, à ce moment-là, est de retour chez Marvel, les scénaristes sur les FF et les éditeurs. Et il se murmure que Claremont a peut-être écrit en sous-main certains des épisodes de Davis, d'ailleurs. Ouais, pour préparer En son même retour. temps, en même temps, sur les 12, globalement, j'ai relu la saga il y a pas très longtemps. Tout le monde est en pilote automatique, hein. Ah oui, oui. Enfin, je veux Ah, dire, c'est d'abord, hein. tu sens que t'as un éditeur derrière et que le mec il est limite en train de t'écrire les histoires. Et d'ailleurs, Oui, oui. Davis, son histoire, sa meilleure histoire, c'est celle dans un futur où en fait t'as tous les X-Men qui sont partis dans l'espace. Et du coup, t'as un côté un peu Excalibur avec ce what if et si les X-Men étaient passés dans le futur, qu'est-ce qui serait quand ils seraient vieux, quoi. Mais tu Ouais. vois, il est aussi très connu pour chez DC avec le Clou. J'en garde pas un grand souvenir, Oui, moi. c'est vrai, oui, c'est vrai. Tu vois, moi, Ouais. dans mes Le souvenirs, coup, les dessins étaient moi, sympas. l'histoire est bien, hein, moi j'aime bien. Mm. Ouais, moi, je trouve que c'est trop vieux maintenant, le clou, Et, mais ouais, il a fait, et il y a Batman Year 2 aussi. Qui est vachement bien. C'est vraiment bien, Batman Year 2. Batman Year 2, c'est un gros truc, hein, qu'il a fait. C'est là où tu vois, c'est Todd McFarlane qui fait en partie aussi, mais c'est lui Oui, c'est ça, qui est ouais. mais c'est lui qui est le dessinateur principal de Year 2. Ouais, c'est vraiment une bonne histoire. Alan Davis, qui pendant longtemps a été fâché avec Alan Moore à cause notamment des droits de Miracle Man. Mais je crois que ça va mieux. Oui, ils se sont fâchés pendant très longtemps. Je crois Et qu'Alan puis Davis a son caractère. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. et moi je le connais pas Pour l'avoir personnellement. interviewé, Ian Davis, je peux vous dire que, et pour avoir discuté avec lui et sa femme par contre, qui est adorable pour le coup, hein. C'est quelqu'un d'assez bougon pour le coup, mais une fois que vous avez creusé un petit peu la couche, après, il est vraiment très sympa, quoi. Quand je l'ai Mais vu en au convention, début, j'étais un peu déçu. vraiment, enfin, il y a tellement d'histoires de lui en salon que c'est hilarant, quoi. Là, là, Après, pour voir, je sais pas si vous avez vu, mais il était invité à la Japan Expo. Et à la Japan Expo, il était mis à côté. Il y avait un truc de K-pop là, horrible et tout. Au bout de 20 minutes, il a pris son bureau et il s'est mis dehors, à l'extérieur du salon. Et il y avait une queue qui était avec lui pour faire des dédicaces, quoi. Donc il a son caractère, ouais. Il a son caractère. et bizarrement, contrairement à beaucoup d'auteurs de la British Invasion, surtout de cette période-là et même de la période d'après, Alan Davis est un des rares qui va principalement travailler chez Marvel. Ouais. Oui. Alan Davis, c'est un auteur qui a touché à tous les personnages Marvel, Oui. que ce soit du Spider-Man, il a fait la trilogie FF. Réunion, il a fait du FF. Enfin, c'est un mec qui a touché à tous les personnages Marvel. Par Oui. contre, chez DC, très très peu. Il a fait un peu Mm. de Superman vite fait et encore. Je suis même pas sûr qu'il fait un Wonder Woman, mais en tout cas, il a fait du Batman. Mais Bah, il a commencé chez il a fait The DC. Clou, quoi. Il a fait Et le tout de Clou. suite Ouais. après, il est chez Marvel et il a fait The Clou, mais comme tu dis, l'essentiel de sa carrière était chez Marvel. Et même là, en tant que Ah oui. scénariste, c'était avec Paul Renault, je crois d'ailleurs. Il a fait une histoire d'Avenger il y a moins d'une dizaine Exact. Oui. d'années, Oui. toujours chez Marvel, quoi. Le truc avec les cartes, Oui, là. Ouais, c'est ça, Tarot. oui, non, mais ouais, mais Alan Davis, c'est un des rares de cette période-là à avoir fait l'essentiel de sa carrière chez Marvel. C'est vrai, t'as raison. Alors on va continuer avec un autre dessinateur, Marty. Ouais, et qui lui, pour le coup, a fait très très peu de Marvel, puisqu'il s'agit de Dave Gibbons, un nom qui normalement doit vous évoquer quelque chose, hein, surtout qu'on a parlé d'une de ses grandes œuvres phares tout à l'heure, hein. Dave Gibbons, le dessinateur de Watchmen, mais pas seulement. Alors j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous savez dans quel pays, a priori, est sorti le premier travail professionnel de Dave Gibbons? Attention, c'est en Afrique. Ah En bon? Afrique du Sud. Non, Au Nigeria? non. Le Nigeria. Ah ouais, Oui, j'ai dit au pire. le Nigeria. Pas une Ouais. colonie anglaise, hein. Ben Ouais, oui, voilà. voilà, oui. En fait, il a dessiné Power Man avec son ami Brian Bolland. Alors, Brian Bolland et lui, ils ont un début assez. Ils commencent un peu ensemble, ils deviennent amis très tôt. Et en fait, ils ont dessiné Power Man. En fait, c'était une BD, mais créée par des Anglais pour le marché nigérian. Et D'accord. d'ailleurs, alors je sais plus maintenant si c'est lui ou Bolland qui a demandé, mais pourquoi on ne demande pas directement à des Africains de dessiner pour le marché africain? On leur a répondu, ben, on va d'abord y aller nous, puis ça va inspirer, vu qu'il y a... C'est vrai, il n'y avait pas de marché de comics du tout là-bas. Ils ont dit, oh, ça va les inspirer et tout, mais j'ai pas l'impression que ça a vraiment percé Power Man. Et donc, à la base, Dave Gibbons,
c'est quelqu'un qui n'était pas du tout destiné à être artiste, puisqu'il il était géomètre pour notamment dans la construction d'immeubles. Et c'est un peu un autodidacte qui va essayer de se lancer dans les comics. Alors il va commencer chez DC Thomson et IPC, qui sont les grandes boîtes de comics anglaises des années 70. Et il va surtout se faire remarquer par sa participation dans le premier numéro de Dufayden Eddy, donc où il va dessiner. Alors je sais plus ce qu'il va dessiner un Dufayden Eddy, mais ensuite il va surtout créer quelques temps plus tard Rock Trooper, qui est une de ses créations les plus connues et qui est une grosse série de Dufayden Eddy. Et toujours avec Brian Bolland, ils vont être repérés par Len Wein. En 82, ils vont être appelés à rejoindre DC, donc avant Moore. Moore, c'est 83. Et lui et Bolland, ce sont a priori les deux premiers dessinateurs britanniques à être recrutés pour aller bosser aux US. J'ai cherché vite fait, j'ai pas trouvé de dessinateur britannique. Alors, il y en a peut-être eu. Il y a Winsor Smith et 69. Tu as raison, voilà, ouais. Tu me contredis tout de suite. Mais un des premiers, je pense, oui, t'as totalement raison. Oui. Ouais, t'as raison. Mais eux, ce sont vraiment parmi la vague, donc la British Invasion des années 80, c'est vraiment eux les deux premiers instigateurs qui vont y aller. Dès 82, Bolland va être publié, et puis Gibbons, lui, c'est tout début 83. C'est février 83 avec un numéro de Tales of the Green Lantern Corps. C'est vraiment sur ce titre où il va se faire remarquer. D'ailleurs, Alan Moore va écrire quelques numéros de Green Lantern, notamment deux fameux numéros, trois fameux numéros, celui avec Mogo, donc la planète Green Lantern, qui est dessiné par Gibbons. Il y a d'autres numéros que Gibbons dessine pas forcément, qui vont inspirer Geoff Jones jusqu'à aujourd'hui, tellement voilà. Moore, il écrit 3-4 numéros de Green Lantern et nous place des concepts qu'on retrouve encore des années plus tard, et sur lesquels Gibbons va jouer, puisque Gibbons, à terme, à force de dessiner, va aussi écrire, et il écrira dans les années 2000 Green Lantern Force, le titre frère du Green Lantern de Geoff Jones. Mais avant ça, donc Gibbons, excellent, ouais. Bon, on va y revenir, on revient dans les années 80, donc. Gibbons, aux États-Unis, il va se faire connaître avec Alan Moore, notamment par leur méga hit Watchmen, donc la grosse sortie de 86. Une petite œuvre, quoi. Oui, une petite œuvre, oui. Et en fait, c'est pas très connu. Exactement, oui, un petit truc. Une reprise des persos Charlton, en plus, un plagiat, quoi, une réinvention, comme on dit aujourd'hui. Voilà, trois fois rien. Scandaleux, quoi. Exactement, oui. Et Gibbons, il rigole en disant lui-même qu'il watch les Watchmen, c'est le gardien des gardiens, puisque, comme on l'a dit, Moore, lui, a décidé de totalement se détacher de Watchmen, tandis que Gibbons, lui, par contre, bien sûr, Moore, par contre, est très content que son pote Gibbons, lui, continue de se faire de l'argent avec ça, et Gibbons, c'est un peu le gardien du temple. Il va sortir le livre Watching the Watchmen. Il parle des coulisses, par exemple. Il va être, je crois que sur Before Watchmen, il va être consultant, il me semble, non, quelque chose comme ça. Ouais, il a touché quelque chose, mais je sais pas s'il a, tu vois. Ouais, c'est un peu la caution morale quand il y a une dizaine d'années, DC sort donc les préquels à Watchmen. C'est oui, regardez, il y a un des deux qui approuve, donc finalement on est un peu légitime quand même, les gars. Vu que l'autre il réapprouvera jamais. Exactement, ouais. Et donc Gibbons, s'il continue chez DC, il va tâter un petit peu de l'écriture. Il écrit et il dessine, je sais plus, j'ai un doute, Batman versus Predator. Je sais qu'il est sur le premier crossover Batman Predator. Il va écrire un Elseworld, Superman Cal, où c'est Superman qui se retrouve à l'époque arthurienne. Et il va avoir une carrière bien remplie, notamment chez DC, où il va vraiment dessiner beaucoup, beaucoup de choses. Donc, comme j'ai dit, du Green Lantern, il va faire un peu je crois qu'il fait un peu d'amalgame, j'ai un doute maintenant. Il va être très, très prolifique. Il fera un épisode d'amalgame, oui. Super Soldier, je crois, c'est ça, non? Il fait Super Soldier, celui qui se passe dans les années 40. Voilà, c'est ça, ouais. Il retrouve Moore sur du Tom Strong, par exemple. Vraiment, il fait beaucoup de choses. Là, je vois un numéro de GSA par-ci, un numéro de Atom par-là. Il est encore là à l'époque des New 52. Par contre, il s'illustre pas trop dans Vertigo. Il dessine quelques numéros par-ci par-là, mais il va pas tellement percer là-dedans. Il va vraiment rester plutôt sur du mainstream. Et puis, on parlait de Moore, mais il y a le pendant américain de Moore quelque part, Miller. Il va créer avec Miller Martha Washington. Voilà, gros morceau. Ça, oui, vous attendez tous. Il a pas fait du Vertigo, mais bon, il a fait du Dark Horse, quoi. Donc bon. Oui, voilà, ouais. Là, comme l'autre. Bon.
Chez Dark Horse, finalement, bonnet, son seul blanc, blanc, bonnet. Ouais, c'est un peu ça, quoi. tu vois, il y a que son gros morceau de chez Dark Horse, c'est Martha Washington. Ah bah Sinon, il oui, c'est fait, ça. parce qu'après, il fait un numéro d'Alien, 2-3 numéros de Star Wars, et puis il s'en va, quoi. Il fait pas énormément de choses là-bas. Puis même en indé, je regarde, il a pas fait tellement de choses que ça. Et donc voilà, c'est quelqu'un quand même qui a marqué les esprits, ne serait-ce que par Watchmen. Il a quand même un style très reconnaissable, hein, Dave Gibbons. On est quand même sur quelque chose qui se veut plutôt réaliste. Peut-être un bras figé pour ceux qui n'aiment pas ce style-là. Moi, j'aime bien, mais je peux comprendre que, surtout aujourd'hui, tout le monde n'adhère pas forcément. Mais ça reste quelqu'un qui aura marqué les esprits. Et sur Watchmen, son style, le découpage, et c'est une leçon de BD. Hein, on n'a pas trop évoqué tout à l'heure parce qu'on a dit que tout le monde a déjà dit tout ce qu'il y avait à dire sur Watchmen, mais d'un point de vue graphique, quand même, au-delà de l'écriture de Miller, Gibbons, il fait un travail remarquable. Mais tu vois, moi, Gibbons et Winsor Smith, c'est un peu deux facettes du même pièce, quoi. C'est-à-dire que j'ai un Winsor Smith qui va être plus dans l'illustration et enfin dans l'illustration, je veux dire artistique, tu vois, dans le noble art. Là où Gibbons, lui aussi va avoir, tu vois, des corps élancés et tout, mais va plus simplifier son trait et va plus être dans la BD, tu vois. Je trouve que Gibbons c'est très BD, là, Winsor Smith, il y a quand même un truc. Ouais, c'est ça, ouais. Mais quand tu vois en termes de volume, de corps, etc. et tout, ils sont pas loin, si ce n'est que Dave Gibbons sera peut-être moins musculeux et moins photoréaliste qu'un Barry Windsor Smith. Hein. Alors, toute proportion gardée, parce que je parle d'époque, hein. Lui va plus jouer sur les jeux d'ombre, sur les volumes, et sera plus dans l'illustration, là où Gibbons serait plus dans l'idée de la BD, quoi. Ouais, et puis Barry Windsor Smith, tu vois ses visages, tu le reconnais tout de suite. Il n'y en a pas deux qui dessinent des visages pareils. Alors que Gibbons, c'est un peu, ça ressort, c'est moins singulier comme trait quand même si c'est très solide. Non, mais je pense qu'il y a aussi, au niveau de la mise en page, il est aidé par Alan Moore, mais je pense qu'ils ont collaboré en partie sur Watchmen. Tu as une inventivité dans la mise en page, tout ça, alors que Barry Windsor Smith, c'est magnifique, mais la mise en page est plutôt assez discrète et classique, même si ça fonctionne très très bien. Ouais. Elle est moins extravagante, ouais. C'est ça, exactement. Et puis, Moore est un dessinateur aussi à la base, il y a des notions de dessin, donc du coup, ça se retranscrit dans son script et ce qui donne des scripts intéressants pour les dessinateurs. Quand même. C'est ce que j'allais dire, il suffit de lire les scripts, tu vois qu'il n'a pas trop de choix sur les découpages. Ouais, mais par contre, Moore, contrairement à ce qu'on pense, il laisse quand même une grande liberté à ses dessinateurs. Pour avoir déjà lu un peu, on s'imagine qu'il donne des scripts. Alors, il donne des scripts denses, mais par contre, il n'est pas du tout fermé ni à laisser le dessinateur exprimer sa créativité, ni même de rajouter des choses, voire de discuter avec Moore. Il n'est pas aussi rigide sur ça que d'autres scénaristes, en fait. Après, tout dépend de la relation qu'il a aussi avec le dessinateur. Tout à fait. Alors, à savoir que maintenant, Gibbons est principalement un cover artiste. Hein. Oui. Et donc, il officie toujours. Il se prend son petit chécos des 12 couvertures et puis il nous livre des jolies couvertures de temps en temps. Enfin bon, voilà, c'est quelqu'un qui est toujours présent. On va passer à la suite un peu plus rapidement parce que. Oui, mais vous inquiétez pas, moi je vais faire très vite. Justement, Cab, de qui veux-tu nous parler ? Je vais vous parler de John Bolton. John Bolton, c'est un Anglais plutôt jeune d'ailleurs, hein, puisqu'il fait partie donc de la première vague comme tous les autres. John Bolton, son influence sur les auteurs se verra que plus tard, et surtout, c'est un auteur qui va marquer le début de la British Invasion par son identité. C'est un dessinateur qui a un style de peinture pour le coup, mais peinture pure, peinture plutôt réaliste, assez barré, et qui va donner des plus ou moins ce qu'on trouvera comme ligne après chez Vertigo dans le style, dans l'ambiance. C'est un fan d'horreur, donc il fera pour le coup très peu de comics en tant que tel. Mais il va faire beaucoup d'autres choses. Il va commencer par Father Shandor avec Steve Moore. Il va faire Spiral Pass chez Warrior.
avant de faire. Qu'est-ce qu'ils sont plus. Il va faire du Book of Magic avec Neil Gaiman. Il fera le premier numéro dans les années 90 et c'est lui qui va donner en fait le look de Timothy Hunter qu'on dit qui ressemble à Harry Potter ou que Harry Potter a piqué le look de Timothy Hunter, le jeune garçon, et qui du coup ressemble au fils de Bolton. Ah, ok. Il fera, ouais, il fera du Hellraiser et surtout il va travailler notamment dans les années 80 chez Marvel avec, pardon, Chris Claremont, puisqu'ils vont faire Call of Valusia chez Epic et Marada, qui sont des séries d'heroic fantasy un peu classiques. Et d'ailleurs, chose intéressante, tu parlais de Barry, et Barry Windsor Smith a fait la East Ham Technical College, Oui. et John Bolton aussi. Ils ont fait la Ok. même école. Oui. Ouais, ouais, tu vois. Comme quoi. Comme quoi. En 95, John Bolton va faire son travail le plus connu qui sera la mini-série Man Bat, qui sera écrit par Jamie Delano, où il va gagner d'ailleurs un award pour ça, si ma mémoire est bonne. Et après, globalement, John Bolton est surtout connu par les fans de jeux de rôle, puisque c'est le chara-design du jeu de rôle Vampire la Mascarade. C'est lui qui fait en fait les trois quarts des bouquins de Vampire la Mascarade. Ah, c'est Et lui qui les fait. Ah, ok. c'est toutes les couvertures, Ah, tous les dessins intérieurs, c'est lui. Et c'est un des gros peintres de Magic. oui. Il va peindre un paquet de visuels pour Magic. Aujourd'hui, si tu veux voir du John Bolton dans les comics, il faut regarder des trucs d'horreur où il fait quelques commissions, il fait des trucs sur son site. Mais globalement, la majeure partie de son boulot se fait sur les trucs d'horreur. Il influencera beaucoup Chris Bacalo sur sa jeunesse, sur ses premiers titres, notamment avec son design, avec quand ses personnages sont tout longs, tout jeunes. Bisley sera influencé des mecs comme Sam Kiss aussi, pas Sam Kiss. Non, Je vais. pas Kevin O'Neill. Mince, celui qui était avec euh, Gaiman. oui, Euh, Ashley Wood, Cal Hodges, Rick- ouais, aussi. Ashley Wood ou Kyle Hodges sont des mecs qui sont purement des descendants de ce que fera Bolton. Aujourd'hui, Bolton, il est considéré comme un, un artiste d'art, quoi. C'est un Aujourd'hui, peintre. aujourd'hui, Bolton est un artiste d'art, Ouais, voilà. clairement. Enfin, C'est un peintre. Il fait pour du être dans double l'univers cover, des mais commissions, lui, ça sert à rien de poser la question, quoi. C'est hors de prix. C'est des pièces d'art qu'il fait, quoi. Donc, oui. mais qui est dans une Alors autre lui, sphère. si tu lui demandes une commission, tu sais que tu as de la peinture. T'as pas une dédicace. Le mec va te faire Et il va te faire tu une sais que peinture. c'est minimum 8000 livres, quoi, tu vois. Donc, bon, Non, non, mais tu calmes un peu, quoi. donc voilà. Et il a même eu son court métrage. Neil Gaiman fera un court métrage qu'il écrira et réalisera sur lui. D'accord, ok. Qui prouve son importance, entre guillemets, quand même, Mm. pour que Neil Gaiman fasse un truc sur lui. Donc voilà, c'est pas un auteur qui aura marqué le comics de par son empreinte par rapport au nombre de bouquins qu'il aura fait, mais plus par le style et ce qu'il va apporter graphiquement en fait en termes d'univers, puisque reste un fan d'horreur et il fera beaucoup à ce niveau-là. Parfait. Voilà, j'ai fait court. Marty, on va finir sur lui, je pense. Tu vas nous parler de Brian Bolland. Ouais, alors décidément, j'ai une thématique Alan Moore ce soir, puisque C'est vrai. si je vous dis Brian Bolland, vous pensez. Dis-nous en fait que tu avais déjà toqué à la porte de chez Alan Moore, quoi. Non, mais Brian Bolland, c'est parce que j'adore notamment Camelot 3000, tu vois. Donc, Oh bah oui, il n'y a pas que ça. oui, justement, il n'y a pas que ça. Alors, Brian Bolland, c'est quelqu'un qui s'intéresse tout jeune aux comics, il tombe dedans, il adore ça. Il adore notamment les comics d'ici, très peu Marvel. Il dévore des comics dans les années 60. Ses idoles, c'est Carmine Infantino, Gil Kane et Alex Stott qui vont beaucoup influencer ses œuvres. Alors, comme je l'ai dit avant, il rencontre Dave Gibbons et avec lui, ils vont se lancer là dans le fameux Power Man nigérian.
il va bosser comme lui pour les boîtes de comics anglaises des années 70. Puis il va aller sur Two-Face AD. Oh, quelle surprise! Encore un qui va dessiner du Judge Dredd. Mais par contre, comme je l'ai dit avant, il s'est fait remarquer très tôt par DC. Et en fait, là, j'ai revérifié. Lui, c'est bien avant, c'est même avant 82 qu'il va dessiner, puisque dès 80, il fait des couvertures sur Green Lantern, il fait des petites backups, il va faire du House of Mystery, du Madame Xanadu. C'est vraiment le précurseur des dessinateurs de cette vague anglaise. Et dans les années 80, il va aussi avoir de belles occasions de dessiner chez DC, puisqu'il sera sur le Justice League of America 200, sur Batman 400, sur Superman 400 ou Action Comics 400, je sais plus lequel des deux. Bref, il a quand même droit à des numéros, c'est quand même des numéros importants. Et on va avoir ce fameux projet Killing Joke sur lequel il va bosser un moment. Je crois qu'il bosse dessus bien 2-3 ans. Il aurait pu sortir finalement Killing Joke plus tôt. Donc Killing Joke, projet qui sort en 88, écrit par Alan Moore avec le Joker qui va trop loin et qui blesse Barbara Gordon au point de la rendre paraplégique. Œuvre que Moore lui-même considère comme une œuvre mineure et un peu bâclée. Il n'est pas très satisfait du résultat, alors que moi, le scénario, je trouve ça toujours aussi bien à mesure que je le lis. Et beaucoup ont même tendance à dire que Killing Joke, c'est avant tout très bon pour ses dessins. Et c'est vrai que c'est incroyable, quoi. Les planches sont... Moi, je suis bouche bée quand je suis devant Killing Joke. Killing Joke qui a sa petite histoire au niveau des couleurs. Oui, savoir que à la base, elle a été colorisée par Johnny Gins, un gars franchement adorable. Hein. Et je ne sais pas pourquoi, Brian Boland s'est dit non mais moi je veux faire mes couleurs, et donc il a refait une édition avec sa couleur, et aujourd'hui n'est plus que vendue la version colorisée par Brian Boland. Non. Alors t'as des versions avec plein de versions. Oui voilà, t'as des versions. Tu as la version d'origine. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Dans le Batman Chronicle, il y a la version d'origine. D'accord. Avec tout le respect que j'ai pour Brian Boland, ses couleurs sont à chier. Bah, pour moi, je trouve qu'elles font un peu trop numérique, ou enfin, c'est trop numérique, c'est très froid. Là où les couleurs d'origine, il y a une chaleur incroyable. Il y a un truc avec. Je peux comprendre qu'il soit peut-être pas content, mais globalement, c'est pour le mieux. C'est étonnant parce que si vous connaissez Johnny Gins, franchement, c'est un gars qui est adorable, quoi. Alors je comprends pas pourquoi il a pissé sur son travail comme ça et tout, mais bon, écoute. Un Vanity Project peut-être, ou peut-être est-ce qu'il faisait lui-même les couleurs peut-être sur ses couvertures aussi je pense que sur ses couvertures, il fait lui-même. Oui. Ça ressemble, oui, les couleurs des couvertures ressemblent aux couleurs de sa version recolorisée de Killing Joke. Ouais. D'ailleurs, Brian Boland. Mais j'allais dire qu'il me semble qu'il est surtout connu pour. Enfin, tu l'as dit, Killing John et puis Killing Joke et Camelot 3000. Mais après, il a en très grande partie fait des couvertures, quoi. Oui, il est connu pour ses covers sur Vertigo. Le mec a fait des couvertures d'Invisible, il a fait énormément. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert sur les couvertures d'Invisible. Animal Man, bien évidemment. En fait, il fait partie de ces auteurs où il prend sa petite commande de 12 couvertures et puis il fait ses 12 couvertures chez DC et puis basta, quoi, tu vois. Ça lui rapporte plus. Donc, dès les années 90, il a compris petit à petit, vous regardez sa biographie, il dessine de moins en moins, et là, à part des petites histoires à gauche, à droite, il fait surtout des cover artistes. Et pour juste revenir sur c'est le rythme, c'est une question de rythme, il n'arrive pas à tenir, en fait. C'est plus confortable aussi. Et d'argent, c'est... Oui, mais les deux sont liés, tu vois. S'il n'arrive pas à tenir un rythme, je sais pas, d'un numéro tous les 2 mois, il peut pas en vivre. Donc, les couvertures. Non, mais t'as aussi des gens qui préfèrent faire des couvertures, hein. Oui, bien sûr. T'as des auteurs qui sont tellement connus ou reconnus ou qui ont un style très particulier qui leur permettent. Tim Bradstreet, qui a été le cover artiste de l'intégralité des séries, de la série Blazer, Hellblazer, puis Punisher après. C'est un mec qui a fait très peu d'intérieur et qui faisait que de la cover. Il en fait une par mois, ça suffisait amplement pour vivre. Hein. Mais Argem vous dirait dit que lui, ça l'intéresse pas de faire de l'intérieur. Il veut faire que des couvertures. Pourquoi pas? Comme un peintre qui veut peindre qu'à l'huile et pas autrement. Exactement. Bien sûr. Voilà, et ça s'entend. Hein. Puis il a un style qui s'y est bien, comme il a un style un peu figé quand même, qui s'y est pas à toutes les. Il a développé avec le temps un style qui ne s'y est vraiment pas, comme Alex Ross,
qui ne peut pas aller avec toutes les histoires, ben avec les covers, ça va très bien. Et juste pour la couleur, en fait, maintenant, il me semble que dans la dernière version de Panini Killing Joke, tout seul, il y a les deux versions, il me semble, maintenant, de la couleur. On a la version d'origine et la version colorisée par moi. Oui, il y a les deux versions. Sur la version d'Urban, la première, il y a les deux versions de mémoire. Aux États-Unis aussi, à terme, c'est revenu. Et je voulais juste revenir avant de finir sur Camelot 3000. Alors Camelot 3000, je sais pas, est-ce que vous savez quelle est la particularité de Camelot 3000 d'un point de vue éditorial pour DC? Alors, c'est vraiment ce soir, je fais des quiz. Je sais pas qui a le premier personnage trans. Normalement, c'est Blacky qui pose des questions comme ça. Alors non, c'est pas une histoire. Alors c'est vrai qu'il y a une histoire de personnage qui change de sexe, mais c'est pas ça. En fait, officiellement, alors c'est pas la première mini-série, mais c'est la première histoire pensée comme une série limitée. En fait, dans les faits, la première mini-série, c'est World of Krypton en 79, mais qui devait être en fait publié dans Showcase. Mais Showcase, un titre qui a été annulé suite à la DC Implosion. Et donc finalement, World of Krypton est sorti en mini, alors c'était pas prévu. Et la maxi-série en 12, Camelot 2000, c'est le premier récit qui a vraiment été pensé pour être une série limitée, où dès le début, ils se sont dit, on sort 12 épisodes et ça forme une histoire complète et basta, quoi. Et c'est un peu un récit. Et en fait, le succès de Camelot 3000 pave la voie à des projets comme Dark Knight Returns, Watchmen, etc. Quand on se rend compte que ça plaît vraiment au public, cette façon de publier des histoires. C'est vrai, tu as raison, j'avais lu ça à l'époque, quand j'avais eu Camelot. Donc un précurseur, ce Bolland, sur plusieurs points. Mais qui est une histoire fantastique. Moi, je suis totalement fan de ce volume, quoi. Je trouve que c'est d'une modernité au niveau des thèmes et tout qui est incroyable, quoi. On parlait d'un personnage trans, mais c'est incroyable, quoi. C'est Arthur qui, comme il ressuscite, c'est Arthur qui y a une erreur et au lieu de ressusciter en tant qu'homme, il ressuscite en tant que femme. C'est pas Arthur qui ressuscite en tant que femme. Oui, c'est pas Arthur. Arthur, c'est Lancelot. Lancelot, oui. Ouais. Et donc en fait, il accepte très très mal tout ça et à la fin, il accepte son corps et en fait, c'est vraiment l'histoire d'une transe en fait. Et c'est. Il y a plein de trucs, ouais. Je crois que c'est Perceval qui a un homme noir et qui a une famille. Il y a Lancelot et Galad, leur différence d'âge, mais alors c'est son fils, elle n'est plus très grande. Enfin, il y a mon seul regret, il y a certains trucs, par exemple Perceval, c'est pas assez poussé. Il y a des petites frustrations, mais globalement, c'est une œuvre novatrice pour l'époque 82 quand même. Pour 82, c'est incroyable. Allez-y, Urban l'a ressorti. Hein, vous pouvez y aller les yeux fermés. Une très belle édition d'ailleurs. Ouais. Bon, vous avez tous à aller chez Cab pour aller acheter ce volume-là. Oui. Honnêtement, moi j'ai la version noire de Bulldog et j'aimerais bien avoir la version couleur en fait. Je me tâte à me prendre la version couleur. Non, je voulais plugger que j'avais une dédicace d'un artiste de comics, mais je me suis raté. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là. Alors on aurait pu parler de Barry Kitson ou Yad Gibson, beaucoup de sons d'ailleurs, beaucoup de fils. Mais bon, leur importance est un peu moindre, même si Yad Gibson est très important pour les comics anglais, anglais, évidemment. Un super artiste, et puis Barry Kitson, moi je l'adore, mais bon. Super artiste, Barry Kitson. Kitson, on pourra en parler dans nos décennies suivantes d'ailleurs, vu qu'il a quand même fait beaucoup de choses ensuite. C'est vrai, si on veut parler d'Empire, on pourrait en parler plutôt sur la décennie suivante. Écoutez, voilà, on va s'arrêter là pour cette première partie, assez dense. La seconde, il y aura beaucoup de gros auteurs encore. Ça va être plus dense encore. Et ça risque d'être assez dense, surtout si sur le prochain on a Dragnir qui vient. Là, ça va être compliqué en termes de timing. Donc, on fera le podcast à 14h pour le finir à 18h. On le fera en deux parties. Et encore, on le fera en deux parties parce que ça sera trop long. On le fera en deux parties, ouais, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Comme pour les parce qu'il y a tellement de trilogie qui tiennent que la trilogie, quoi. En tout cas, j'aimerais finir sur une petite question. Si vous devez choisir une œuvre à lire parmi tous ceux qu'on a parlé, laquelle serait-elle, juste en un mot? Cab. Une œuvre par un de ses auteurs, Constantine, Hellblazer. Hellblazer. Très bien, Marty. Allez, Miracle Man. Miracle Man. Thomas. Swamp Thing. Swamp Thing. Pas mal. Alors moi je pourrais dire Weapon X, mais ça serait trop simple. Moi je dirais Promethea.
Très bon, tout ça. Le seul titre qui n'est pas bon, c'est un personnage créé par moi. Et vous voyez que c'est ça. Je me suis demandé s'il y aurait un Watchman qui tomberait, mais il n'est pas tombé. Comme quoi. Tu vois, j'ai failli dire Captain Britain par contre. Ah oui. Et je me suis dit, putain, il n'y aurait que d'humour. J'ai hésité aussi. Bon bah écoutez, merci. C'était un podcast très sympa. J'étais bien content de pouvoir enregistrer ça avec vous, les amis. Bon, comme d'habitude, vous pourrez réagir sur les réseaux sociaux, Twitter, Insta, Facebook ou via mail. Alors, j'ai commencé comics-sanctuary.com. On va revenir, je sais pas si ça sera de décembre ou janvier, parce que comme vous pouvez voir, on est très occupé en ce moment, et moi décembre, ça risque d'être aussi très très actif. Je crois que Cab, il va vous rendre beaucoup de bouquins aussi pour Noël. Donc... Ouais. Si tu me permets, je voudrais juste plugger pour tous les fans de comics. Je vais recevoir au mois de janvier, fin janvier, Patrick Horvath qui a fait Beneath the Trees Where Nobody Sees, qui est en gros Petit Ours Brun au pays de Dexter, a un excellent comics. Et donc du coup, il va passer à Angoulême, mais il sera aussi en dédicace juste avant chez moi. Donc voilà, pour tous les fans de comics ou ceux qui veulent faire des interviews. Thomas, si tu veux interviewer encore une fois de plus un auteur, n'hésite pas. Donc voilà. Ça va être Nico Aliagas des comics. 25 janvier. Moi, je veux bien, mais on m'offre une boisson maintenant. Tu vois, je suis célébré. Hein. Je viens pas à n'importe quel. Bravo. Je peux te payer un café. Ça va. On va lui mettre un grand coup de pied au fion. Ouais, C'est ça, c'est exactement ça. Moi, je m'en fous. J'interviewe n'importe où à côté de la K-pop. Je m'en fous. Mieux, il te fait interviewer gratuitement l'auteur. Tu te rends compte? Oui. Ah oui. Ça, on peut s'arranger. Bah écoute, tu me le diras si tu veux, je t'en ferai une news sur le site si tu veux. Yes. Bon bah très bien, écoute, c'est une très bonne nouvelle. Sur ce, n'oubliez pas, écouter les GG c'est bien et lire des comics c'est mieux. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss tout le monde. Ciao. Salut. Sometimes life can be very short. I need to satisfy my soul. I've gotta feel empty hole. A change has got to come, baby, for my whole